Bonjour à tous. Moi, je suis Evelyne Chartier, je suis présidente de CCM, Connaître et combattre les myélodysplasies. Et l'ADN de CCM qui existe depuis 20 ans, c'est de faciliter la relation des patients avec les spécialistes des myélodysplasies et du VEXAS, puisque nous avons intégré dans notre association les patients VEXAS depuis l'année dernière, un petit peu plus. Donc, on a aussi pour but de contribuer au progrès des soins et de la prise en charge des patients, favoriser les échanges d'informations entre les patients, leurs proches et les médecins, favoriser la recherche et maintenir la veille sur les progrès médicaux. Donc, nous organisons cette première réunion médecin-patient. Les réunions médecin-patient ont toujours un franc succès parce que ça permet de voir les choses différemment, aussi bien du côté des médecins que du côté des patients. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéressent et on a déjà commencé par on va commencer par un petit film et après on va faire un petit peu différemment puisqu'on n'a pas fait un grand film et je poserai des questions aux spécialistes et après on posera des questions générales et après on prendra les questions que vous avez envoyées sur le site pour que tout le monde puisse y répondre. Voilà, en fait, c'est un film fait par Sophie Georgin Labial et je trouve qu'effectivement, il est très bien fait. Donc, on va commencer par les premières questions. Arsène, qu'est-ce que le syndrome VEXAS? Tu peux nous l'expliquer simplement? Alors, c'est pour remettre un petit peu le panorama, comme je le fais souvent, parce qu'il n'y a pas que le Vexas, il y a d'autres maladies, il ne faut pas les oublier maintenant que c'est vrai que le Vexas a été décrit. Donc, le groupe français travaille depuis plus de 15 ans c'est une collaboration très précieuse entre les internistes et les hématologues, hein, bien sûr représenté par Pierre Fenot en premier, sur le versant hémato, qui travaille sur des manifestations qui, on va dire, sont inhabituelles chez le patient présentant son syndrome hémolydysplasique. Voilà, l'hématologue le voit avec habituellement des cytopénies et l'œil a attiré sur des manifestations associées. Elles peuvent être extrêmement variées. On peut décrire encore beaucoup, beaucoup de manifestations, donc les articulations, l'atteinte cutanée, l'atteinte pulmonaire, les atteintes neurologiques, etc. Les chondrites, bien sûr. Et donc, dans l'ensemble de toutes ces manifestations, on a eu voilà, cette chance en termes de recherche médicale en 2020 par nos amis donc, américains de découvrir un gène muté, donc l'UB1 qui est associé et combine certaines de ces manifestations, mais qui n'explique pas, surtout pas, toutes les manifestations inflammatoires qui existent, parce qu'il y a une partie et une grande partie encore de toutes ces manifestations inflammatoires associées au SMD et LMMC, donc qui ne sont pas UB1 mutés aujourd'hui. Donc, c'est des pathologies qui sont donc du registre clonal acquis. Donc, c'est très différent de toutes les maladies que Sophie Georgean voilà, travaille depuis des années, par exemple, qui sont donc des maladies constitutionnelles, donc dès la naissance, etc. Là, on est sur des maladies acquises. Donc, c'est des mutations qui sont acquises avec l'âge. Et donc, ce sont des manifestations qui sont extrêmement polymorphes. Donc, aujourd'hui, voilà, une fois de plus, le groupe français a décrit les différentes atteintes d'organes possibles. Et voilà, cette pathologie aujourd'hui, est une pathologie qui est vraiment un peu à cheval entre le SMD, le syndrome myélodysplasique, les maladies clonales, les maladies inflammatoires.
Et on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais aujourd'hui, voilà, le registre et la reconnaissance, le diagnostic de cette spécifiquement pathologie associée dans le registre clonal des SMD et des mutations somatiques est de plus en plus clair. D'accord. Merci. Et donc, pourquoi cette maladie apparaît-elle à l'âge adulte? Je sais pas, si Olivier peut nous répondre. Oui, tout à fait. Alors, Arsène en a dit deux mots, hein. C'est une maladie, comme il a dit, dont la responsabilité est attribuée à une mutation qu'on acquiert avec le temps. On ne sait pas encore qu'est-ce qui fait qu'on acquiert cette mutation. Elle est dans les cellules hématopoïétiques. C'est pour ça qu'on a principalement des manifestations au départ en titre de, on va chez l'hématologue, mais comme l'a dit Arsène, on peut aussi bien être amené à aller voir d'abord le dermatologue ou le pneumologue ou le rhumatologue. Euh, on sait ce qui se passe au niveau de la physiopathologie, c'est que la mutation, les conséquences vont être très progressives. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation qui s'installe et que cette inflammation dans l'organisme va permettre d'éteindre un petit peu l'hématopoïèse normale et au profit de l'hématopoïèse pathologique porteuse de la mutation. Donc ce qu'on imagine, c'est qu'il faut un certain temps pour qu'il y ait un seuil qui passe pour que les manifestations cliniques soient visibles et donc entraînent la consultation médicale. Il y a quelques cas de patients plus jeunes que des patients traditionnellement entre 60 et 70 ans qui sont décrits. On a des patients de 23 ans. On n'a pas encore de cas purement pédiatriques de VEXAS qui ont été décrits, mais pour l'instant, aucune mutation constitutionnelle du gène UBA1, en tout cas pour les variants responsables du VEXAS, n'ont été décrits à l'heure actuelle. Il y a une histoire intéressante qui est lorsqu'on perd un X à la naissance, de manière constitutionnelle, le syndrome de Turner, chez les femmes, on a donc un seul X. Et il a été identifié des patientes qui avaient des mutations relativement précocement sur le X restant et avec des apparitions de manifestations inflammatoires tardivement dans la vie. Ce qui veut dire une fois de plus que l'inflammation se met sans doute en place très progressivement. Et en petit bonus, vous savez que dans la moelle osseuse, il y a bien sûr les cellules hématopoïétiques et des cellules non hématopoïétiques, ce qu'on appelle la niche. Et il est fort probable que cette niche hématopoïétique participe au développement de la maladie et c'est pour ça que ça prend du temps et que ça arrive à l'âge adulte. Dans l'état actuel des connaissances, ce sont des mutations acquises et dont la physiopathologie fait en sorte que ça apparaisse tardivement dans la vie. Alors à un moment où ça embête, hein, bien entendu, mais pas dans les jeunes années. Merci. Quels sont les signes qui doivent alerter et qui sont les plus fréquents, si Sophie peut nous répondre? Ton micro est coupé, Voilà. Sophie. Donc, majoritairement, ce sont des hommes, on l'a vu, puisque le gène est exprimé sur le chromosome X. C'est le plus souvent des hommes de plus de 45 ans habituellement. Donc, il y a toujours des exceptions. Actuellement, il y a 2 cas décrits de hommes de moins de 45 ans. Euh, et donc, il y a moins de 5% de femmes. Donc, majoritairement des hommes de plus de 45 ans. Ce qui amène le plus souvent à consulter, en général, le médecin traitant, c'est une altération de l'état général. Donc, les patients sont fatigués, vont maigrir. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, voire plus de kilogrammes. Et ils sont fatigués. S'ils ont pris leur température, tout le monde n'a pas de thermomètre, mais ils peuvent ressentir de la fièvre. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Et le symptôme qui est ensuite le plus fréquent et rapporté, c'est des boutons, donc des éruptions, qui sont sur les bras, sur les jambes, sur le tronc, des éruptions rouges qui sont infiltrées, c'est-à-dire que quand on les touche, il y a de l'épaisseur de la peau. Donc c'est des éruptions qui sont parfois assez impressionnantes, qui peuvent être violacées, donc rose, rouge, rosé, violacé sur les 4 membres. Sur le tronc, c'est vraiment ce qu'on appelle le thorax, l'abdomen, on peut en avoir derrière également. Donc ça, c'est les manifestations qui se voient le plus. Après, ça ne se voit pas facilement par un patient, mais il peut y avoir des rougeurs des oreilles, qu'on appelle des chondrites, ou de la racine du nez. Il peut y avoir des atteintes dans le poumon, mais ça ne se voit pas non plus toujours. Ça peut se manifester par une difficulté à respirer, que nous, les médecins, on appelle ça une dyspnée. Donc ça, c'est ce qui amène le plus souvent chez un médecin généraliste. Et ensuite, le médecin généraliste se dit, bah, ce patient, d'habitude, il était bien, je trouve qu'il est fatigué, qu'il va pas bien, je fais une prise de sang. Et ensuite, ce qui se voit le plus fréquemment sur la prise de sang, c'est une anémie. Donc une anémie, et quand on regarde de plus près, les globules sont gros.
On appelle ça une macrocytose, macro de gros. Donc ça, c'est vraiment ce qui se voit le plus. Et en général, le médecin traitant va souvent regarder s'il n'y a pas de l'inflammation. Et l'inflammation dans le sang, ça se voit sur un marqueur qui s'appelle la C-réactive protéine ou la CRP. Donc un patient qui est fatigué, qui va pas bien, il y a une rupture par rapport à l'état antérieur, qui peut avoir ses boutons, va à son médecin traitant, qui fait une prise de sang, qui voit l'anémie avec les gros globules et de l'inflammation. Et après, il y a des manifestations qui sont moins fréquentes, mais qui peuvent se voir. C'est des douleurs aux articulations, aux muscles, hein, le patient qui peut dire ah, je suis pas bien, j'ai un peu mal partout, et un peu moins fréquemment des phlébites. Enfin, une autre anomalie qu'on voit fréquemment, mais il faut aller demander au patient s'il a ressenti, c'est des gonflements des paupières qui peuvent devenir rouges et d'autres anomalies dans les yeux. Voilà ce qu'on voit le plus souvent. Enfin, sur la prise de sang, c'est un petit peu moins fréquent que les globules rouges, mais il peut y avoir une diminution des plaquettes qu'on appelle la thrombopénie. Voilà ce qui amène le plus souvent le patient à voir son médecin traitant. Et ensuite, le médecin traitant, s'il constate des anomalies, peut l'envoyer alors, suivant ce qui est prédominant, au dermatologue, au gériatre, ou à l'hématologue, ou à l'hôpital. Et à l'hôpital, le plus souvent, comme c'est un sujet qui a pas mal de problèmes de santé, il va être suivi par les médecins internistes, plus ou moins les hématologues, bien sûr, en étroite collaboration. D'accord, merci. Donc, comment fait-on le diagnostic de Vexas aujourd'hui? Je sais pas, Arsène, peux-tu nous répondre? Hmm. Alors, c'est juste pour qu'on soit tous, qu'on ait tous la parole, mais je peux pas répondre, bien sûr, mais là-dessus, le meilleur, c'est Olivier, quand même, hein. Enfin, Olivier. Cosmidaire, hein. Enfin, Oui, il a déjà parlé, mais le diagnostic, effectivement, comme l'a dit Arsène, comme l'a dit Sophie, on a un faisceau d'arguments. Alors, ça ne provient pas que de la consultation de l'hématologue. En première intention, soyons très clairs, on peut travailler sur du sang. C'est vrai que dans la myélodysplasie, on a l'habitude de beaucoup parler de myélogrammes. Ce qui est important pour poser un diagnostic de certitude, avoir un aspect et un peu regarder ce qui se passe au niveau du pourcentage de blast, hein. C'est un événement dont on parle souvent. Mais traditionnellement, il y a des recommandations qui ont été publiées à l'échelle internationale, qui ont été co-dirigées par Arsène et Sophie, qui ont été publiées dans un grand journal qu'on signe avec les Américains. Et on a fait un algorithme relativement simple où à partir d'un prélèvement, on a les critères de suspicion et à partir d'un prélèvement sanguin, on est capable de regarder par une technique de biologie moléculaire très simple et assez rapide la présence d'une mutation qui est la mutation décrite comme responsable de la maladie. Si la suspicion est forte et qu'Arsène et Sophie m'appellent en me disant tu n'as pas rendu de mutation positive, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose, on peut utiliser des techniques plus sensibles, un peu plus longues à mettre en place. On parle de séquençage nouvelle génération ou de séquençage au débit et on peut aller chercher la mutation avec des techniques un peu plus sensibles sur le sang. Et si on est vraiment très sûr qu'il y a quelque chose et j'arrive à convaincre Arsène et Sophie de faire un myélogramme pour aller voir ce qui se passe, on peut travailler sur l'ADN issu de la moelle, ce qui est un peu le matériel le mieux, entre guillemets, pour poser le diagnostic. Après, ça reste de la biologie moléculaire, on va dire, de base, très simple, relativement rapide en termes de rendu de résultats et qui nous donne des informations. Donc, principalement, on va travailler sur du sang en première intention. Euh, Quand on a une forte suspicion et qu'on ne rend pas la mutation, on peut travailler sur la moelle. Et de toute manière, pour faire un diagnostic différentiel et pour éventuellement, en cas de myélodysplasie associée, poser correctement le diagnostic de myélodysplasie, il faut un myélogramme au moment du diagnostic pour faire, on vous l'a déjà expliqué dans des films précédents avec Sylvie, la cytogénétique, les recherches de mutations pour aller, voilà. Donc on a besoin, à minima, d'un prélèvement de sang au départ. C'est très rare les patients pour lesquels on a on va dire, une différence entre le sang et la moelle. Généralement, lorsqu'on retrouve, on pose un diagnostic de VEXAS chez un patient sur le sang, on le retrouve sur la moelle et on peut, voilà, sur les patients qui sont un peu délicats à prélever en myélogramme, parce que c'est pas toujours évident. On a des patients très âgés, potentiellement, chez qui on suspecte un syndrome VEXAS. Notre patient le plus âgé a plus de 100 ans. Et effectivement, lorsque le clinicien qui nous avait contacté avait envoyé du sang et qu'on avait trouvé un diagnostic positif, il avait dit, voulez-vous de la moelle? Et on avait dit non, s'il n'y a pas de besoin, on va pas faire un myélogramme pour le plaisir de faire un myélogramme. Donc voilà, à partir d'une prise de sang, on est capable de poser un diagnostic et avec des examens complémentaires amenant à la moelle. Pierre peut peut-être faire un commentaire sur la nécessité de la moelle dans cette maladie-là. Oui, c'est parce qu'effectivement, on cherche un syndrome myélodysplasique et puis
je crois que c'est important d'avoir cette base et de mieux étudier les choses, ou tout à fait de voir dysplasie, autres mutations, etc. Donc, je vois qu'il y a une étroite collaboration entre les médecins internistes et les médecins biologistes, hein, parce que, et on peut se rassurer, ça se fait dans la discussion. C'est-à-dire que si on n'a pas quelque chose, on peut aller chercher et aller un petit peu plus loin dans les investigations. Je crois Ça que c'est la n'est force qu'on a en France, hein, c'est qu'on a puis ce syndrome nous a beaucoup rapprochés, mais on a une grande collaboration entre la clinique et la biologie pour avancer ensemble. Et justement, bah, on va découvrir ces formes-là et les formes de demain, j'imagine, tous ensemble dans des consortiums qui se montent actuellement. Je pourrais même ajouter que cette collaboration, elle existait bien avant le Vexas, parce que finalement, c'est un travail qu'on mène notamment avec l'équipe donc d'Arsène Méquignan, Olivier Fin, où depuis longtemps, on s'était rendu compte que des patients avaient à la fois un syndrome myélodysplasique ou une leucémie myélomonocytaire chronique, un syndrome myélomonocytaire chronique, comme on veut l'appeler, et des manifestations dysimmunitaires, et que bien souvent, le traitement du SMD ou de la LMMC par Vidaza, par exemple, au début, eh bien, améliorait aussi les manifestations inflammatoires. Et donc, le VEXAS n'est qu'un exemple, finalement, plus récent, même s'il est bien démonstratif, parce que là, c'est clairement la même mutation qui donne les deux. Mais on avait déjà cette expérience avec des résultats thérapeutiques souvent très intéressants. Après, on a ouais, parlé de sang et de moelle. Parfois, on est amené, et on peut peut-être passer la parole à Vincent Jachet qui nous a rejoint. On a une RCP où on discute de beaucoup de patients, et parfois on est amené à poser un diagnostic sur un autre prélèvement que le sang et la moelle. Par exemple, des prélèvements, des biopsies cutanées qui sont infiltrées par des cellules hématopoïétiques, et la porte d'entrée est parfois la biopsie cutanée. On en a discuté juste avant sur certains patients. Vincent, si tu as un commentaire à faire là-dessus, peut-être. Je sais pas si t'es... Non, pas plus, mais ça nous aide dans les situations de Vexas ou de maladies proches du Vexas, d'arriver à faire le lien entre ce qui se passe dans le sang, ce qui se passe dans la moelle et ce qui peut se passer sur le côté inflammatoire, que ce soit les atteintes cutanées, articulaires ou rénales, par exemple, qui peuvent être liées à ces maladies-là. Donc, pour compléter ce que disait Evelyne, grande collaboration entre les cliniciens, les biologistes et les anapathes. Les anapathes sont vraiment en première ligne aussi pour parfois nous fournir des échantillons assez importants pour le diagnostic. ouais. Et Arsène me disait qu'en France, on était quand même assez précurseurs, qu'on avait une grosse cohorte de patients. Et donc, c'est des gens qui sont diagnostiqués, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il doit y en avoir dans le monde, mais ils ne sont pas forcément diagnostiqués. Donc, nous, on est plutôt à la pointe dans la recherche du Vexas. Ouais. Enfin, Je crois qu'on peut ajouter que beaucoup de labos, peut-être la majorité des labos, ont mis le gène UBA1 dans leur panel d'analyse moléculaire, qu'on appelle NGS, et donc du coup peuvent dépister des VEXAS asymptomatiques ou avec très peu de symptômes. Tout à fait. en France, vous voulez dire, En France. Et je pense que, et sans doute dans d'autres pays d'Europe, mais par exemple aux États-Unis où l'hématologie, comme beaucoup de spécialités, est avant tout privée, il n'y a pas cette exploration systématique le plus souvent. Elle ne serait pas remboursée, et donc voilà. Voilà. On est organisé en groupe, hein. Il y a des groupes cliniques, hein, bien sûr, des groupes de patients, les LGFM, mais pour le moléculaire, on a un groupe de biologistes moléculaires en France, hein, qu'on anime, et on revoit régulièrement les gènes minimaux à mettre dans nos panels, et on a inclus UBA1 au moins depuis maintenant 4 ans, et effectivement, on est capable de faire des appels à cas pour étudier la prévalence justement de cette maladie en France, qui on dit que c'est une maladie rare, mais comme on en voit passer beaucoup en tant que spécialiste, je la trouve pas si rare que ça. Bon, dans la définition, ça reste une maladie rare, mais on en voit quand même beaucoup, et les cohortes qu'on collige à l'échelle nationale le prouvent. Et il faut peut-être rajouter qu'on a la chance en France, hein, quand même, d'avoir le dialogue des médecins, d'avoir les biologistes disponibles. Il y a quand même des pays en Europe où on ne peut pas faire le diagnostic, hein, donc c'est y compris bon, dans d'autres pays un peu amis. Donc en France, on est très, très, très bien lotis, très franchement. Enfin, pour le diagnostic, en tout cas, on a tous les outils. Et je crois que Sophie, qui est bon, comme plusieurs d'entre vous, impliquée dans la présentation de la discipline de la pathologie à l'étranger, me fait souvent adresser via des pays étrangers des prélèvements pour aider des collègues qui sont dans des situations un petit peu d'impasse diagnostique. Donc, on reçoit, Sophie, pour les pays que tu fréquentes bien, tu peux dire peut-être quelques mots là-dessus sur l'entraide internationale qu'on peut avoir sur cette maladie-là. Oui, une grosse entraide là, il n'y a pas très longtemps, c'était des confrères d'Afrique subsaharienne
donc Sénégal notamment. Il n'y a pas très longtemps non plus des Libanais. Puis après, bien sûr, Tunisie, Maroc. Alors Tunisie, Maroc, ils ont maintenant un peu plus accès au séquençage de nouvelle génération par exome. Mais Afrique subsaharienne et Liban, c'est moins accessible. Donc, Olivier accepte de temps en temps hein, de recevoir des ADN extraits ou plutôt que des tubes de sang. Hein, et il fait le Sanger, enfin la recherche par la technique de Sanger qui est relativement rapide, gracieusement pour ses collègues. Mais c'est l'acheminement du prélèvement qui est souvent le plus compliqué et pas tant l'analyse en elle-même. Alors le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas que. Elle a aussi gagné le droit de nous envoyer ses ADN pour la recherche de la mutation. Tout à fait. D'accord, mais bon, c'est important. Et d'ailleurs, le Vexas a été décrit parce que des gens ont recherché. Enfin, ils se sont dit, on va rechercher, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est des Américains qui se sont dit, on va rechercher, faire des séquençages et voir pourquoi ces gens-là ont la Euh, alors, enfin, c'est c'est pas tout à fait dans pas ce comme sens, ça, parce c'est dans que, l'autre sens, en oui. fait, c'est la médecine dans l'autre sens, hein. Ils ont fait des analyses génétiques et c'est tout à leur honneur, bien sûr, dans des énormes cohortes, hein. Et ils ont mis la main, et ça, c'est ce qu'on fait beaucoup aussi maintenant, les gens en France, hein, mais ils ont mis la main sur un profil particulier, sur une mutation, et ils ont fait la relation avec la clinique, etc. Donc, c'est vraiment dans l'autre sens. C'est Oui. pas, ils sont pas partis de la clinique, justement. Ils sont partis des très grosses banques de données. Bah, merci beaucoup. Et est-ce que, bon, la question a été un peu, est-ce une maladie génétique transmissible à mes enfants? Parce que c'est une mutation somatique, donc je ne l'ai pas à la naissance, mais est-ce que ça peut être transmissible aux enfants? On a un peu répondu à la question, mais peut-être que Maël, qu'on n'a pas encore entendu, peut dire deux mots, sachant qu'il va enchaîner sur l'hématopoïèse clonale. Alors, la réponse est non, mais Maël, est-ce que tu as un avis à donner là-dessus? Comment tu l'expliques à tes patients, justement? Non, en effet, tu as tout à fait raison, Olivier. C'est a priori, du moins en l'état actuel des connaissances, pas une maladie transmissible. On n'en a pas trouvé dans des formes pédiatriques et pour le moment, en tout cas chez les adultes qui développent ce type de problème, il ne semble pas y avoir non plus d'hérédité ou d'arguments pour penser qu'il y ait une notion d'hérédité au sein des familles. Donc clairement, a priori, c'est plutôt quelque chose d'acquis, donc qui va apparaître avec le temps. Et finalement, le VEXA, c'est d'une certaine façon donc l'acquisition d'un événement dans les cellules de la moelle osseuse, mais qui va, par le biais d'une inflammation très importante, vient exacerber une forme de vieillissement de la moelle osseuse et ou favoriser le développement éventuellement d'autres maladies à côté, ou du moins accélérer leur installation, qui, au-delà du fait de donner des symptômes physiques ressentis, comme l'a décrit Sophie, Arsène précédemment, et bien pouvoir s'associer à d'autres problèmes ou d'autres maladies du sang qu'on connaît bien. Voilà. Merci. Bon, alors, il se trouve que beaucoup de patients sont connectés maintenant et on a un petit peu oublié de se présenter quand même et de savoir où vous travaillez et ce que vous faites. Donc, je propose Ouais. que vous le fassiez quand même chacun l'un après l'autre. Je vois que Pierre est parti, mais Pierre est le président du GFM, du groupe francophone des myélodysplasies. C'est grâce à lui que l'association des patients CCM existe. Et donc, il est très impliqué dans toutes les myélodysplasies et dans le Vexas aussi. Je vous laisse vous présenter, peut-être, c'est un petit Bah, peu honneur à Sophie, bien sûr, qui Voilà. représente là la prévalence de L'agence Vexas. féminine. Donc, bonjour et bonsoir, Sophie Jordan-Lavial. Moi, je suis professeure de médecine interne à Paris, à l'hôpital Tenon, et je m'occupe d'un centre de référence de maladies auto-inflammatoires. Donc, le VEXA, c'est une maladie auto-inflammatoire. Je représente aussi ces maladies dans des réseaux européens et internationaux, et on collabore étroitement avec l'équipe d'Arsène Méquignan dans le groupe français du VEXAS. Arsène enchaîne alors. Nos amis lyonnais et toulousains pour faire un peu pareil, un esprit de. Ok, merci Arsène. Donc Maël Eblig, pour ma part, je suis maître de conférence des universités. Je suis hématologue clinicien et je m'occupe principalement à différents niveaux de maladies sanguines, plus particulièrement de leucémie ou d'autres maladies qui ressemblent au VEXAS, mais qui n'en sont pas particulièrement, du moins pas encore définies comme telles, à savoir la myélodysplasie.
Donc c'est le découvreur quand même des JAK inhibiteurs dans le Vexas, qui est quand même, je trouve, quelque chose qui n'était pas attendu et qui a tout à son honneur, puisqu'on utilise quand même les JAK inhibiteurs tous les jours. Merci Arsène, je l'avais je l'avais pas présenté comme ça, mais merci. Bon, écoute, Bravo. c'est vrai. Thibaut, Ah oui, donc c'est le tour de la province, c'est ça. C'est ça, ouais. comme tu veux, hein. C'est comme dans les films américains, on commence les femmes, les étrangers, puis après on Non, parle non, c'était. parisien, quoi. Donc moi, je suis le docteur Comont Thibault, donc moi je fais de la médecine interne au CHU de Toulouse, et j'ai on va dire, la caractéristique d'être à la fois impliqué dans la prise en charge des syndromes myélodysplasiques au sein du groupe francophone des myélodysplasiques qui est dirigé par Pierre Fenot, et à la fois la prise en charge des syndromes VEXAS et des maladies inflammatoires apparentées, avec l'appartenance effectivement au groupe français du VEXAS. Très bien. Qui est-ce qui peut se présenter maintenant? Olivier? Pierre a été présenté par Evelyne, donc Olivier Cosmider. Moi, je suis moléculariste, professeur en hématologie à Cochin, dans un laboratoire, vous l'avez compris, j'analyse l'ADN. Alors, j'ai fait de la myélodysplasie pendant quasiment 20 ans maintenant, et j'ai dû faire du VEXA sans le savoir pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit décrit et découvert fin 2020, début 2021. Donc, dans le cadre du GFM et du Frenvex, hein, surtout avec Arsène, Sophie et Benjamin Terrier, on a mis en place tout un système effectivement pour rendre le diagnostic le plus rapidement possible. On a fait beaucoup d'études ancillaires qui permettent d'améliorer la prise en charge. Donc, on remercie beaucoup le groupe qui quand même coordonne cet effort biologique avec Thibaut, Maël, et etc. On étudie un peu les thérapeutiques. Et je suis un fervent défenseur du syndrome VEXAS, et j'essaie d'éviter que les gens disent maladie de VEXAS ou syndrome de VEXAS, parce que ça me fait régulièrement saigner les oreilles. C'est un détail, mais c'est important. Là, tout est bien dit, on est dans la maladie de VEXAS, et on collabore beaucoup avec toute l'équipe, avec les découvreurs, hein, de la maladie, même si Arsène l'a dit, ils ont bénéficié d'une large cohorte de prélèvements. Voilà, on a la chance de collaborer avec ces gens-là qui sont vraiment très bon esprit et qui nous permettent d'avancer pour la prise en charge des patients tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment important de le resignaler à nouveau. Vincent qui j'assieds que je ne connais pas et qui était prévu. Je ne te vois pas. Ah oui, Vincent, C'est peut-être. pas grave. Je suis désolé, je suis arrivé à cette réunion par le mauvais lien, donc je m'excuse. Je voulais venir écouter les questions. Moi, je suis médecin, je travaille dans le service de médecine interne de Saint-Antoine avec Arsène Méquignan, avec pas mal de patients avec ça et qui ont des maladies apparentées. Et j'ai la chance de coordonner la réunion nationale qui a lieu toutes les 2 semaines où sont présentés régulièrement avec toutes les personnes qui sont autour de cette table, les patients pour des discussions de diagnostic, de traitement et donc où chacun donne son avis à tour de rôle pour voilà, dans l'optique d'améliorer la prise en charge. Très bien, merci. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas abandonné, hein. Patient, on n'est pas abandonné, on est vraiment bien suivi. Donc, je ne sais pas si Pierre veut à nouveau se présenter parce que j'ai fait une petite présentation pendant que vous étiez Oui, absent. moi, voilà, Pierre Fenot, donc président du groupe francophone des myélodysplasies depuis un certain temps déjà, et donc très impliqué dans ces liens avec Vexas, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pathologie dysimmunitaire, avec l'idée qu'un traitement peut souvent bénéficier aux deux maladies, et ce qui est important, voilà. Et puis, bah, il nous manque Arsène, non, je Oui. pense. Bah, écoutez, moi, oui, moi je suis professeur donc aussi de médecine interne. Et donc j'avais fondé maintenant il y a longtemps avec Pierre Fenot, la secrétaire c'est Sophie, et maintenant plus de 15 ans le groupe Minemon, qui donc voilà s'intéresse à ça, et c'est le Frenvex qui est un petit peu au centre de Minemon, s'intéresse maintenant sur le Vexas. Et on a, je pense, la chance bientôt aussi de coordonner un groupe, voilà, en tout cas une base de données internationale, puisque là, vous avez, je pense, bien vu, hein, c'est le bon esprit de collaboration et de partage hein, d'expérience qui est le plus important pour avancer pour les malades. Mais il est aussi vrai sur le plan européen parce que faut se rendre compte pour nous, nos malades français, que nos amis belges, nos amis suisses et nos autres amis ne traitent pas la maladie de la même façon, n'ont pas accès aux mêmes médicaments que nous. Et donc, c'est bien sûr une riche expérience pour chacun. Le partage, en tout cas, des thérapeutiques. Donc voilà, donc c'est aussi à l'international qu'on commence aussi à travailler ensemble avec plein de gens. Et donc, on essaye, nous, de coordonner ça pour qu'après, bah, plein de gens puissent bien sûr juste travailler et avancer pour les malades.
Parfait, merci. Bon, bah, on va pouvoir continuer. Donc, je signale quand même que cette réunion est enregistrée et elle sera sur le site de CCM. Elle sera disponible sur le site de CCM dans les jours qui viennent. Une autre question, pourquoi parle-t-on d'hématopoïèse clonale dans le Vexas? C'est quoi l'hématopoïèse clonale? Est-ce qu'on peut C'est pour l'expliquer plus Maël, ça. rapidement? J'ai cru voir. On peut échanger à Non. deux, mais vas-y, à toi d'abord. Ok, ok. Bah, Olivier est très bien placé pour répondre à cette question, mais l'hématopoïèse clonale, en soi, si on exclut le problématique du VEXAS, de manière plus générale, n'est pas une maladie en soi. C'est simplement la présence dans les cellules de la moelle osseuse, eh bien, d'anomalies que l'on va détecter à des taux relativement faibles et qui sont, par définition, et ou en théorie, non associés à un dysfonctionnement de l'organe. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites et ou regardez par le biais d'un microscope, simplement par le biais d'une prise de sang ou d'un myélogramme, vous n'allez pas voir d'anomalie, soit quantitative, c'est-à-dire la prise de sang est normale, soit morphologique, c'est-à-dire lorsqu'on regarde à l'œil les éléments sanguins, que ce soit sur le sang périphérique ou médulaire, eh bien on ne voit pas d'anomalie à ce niveau-là. En revanche, en utilisant des outils ou des techniques de biologie moléculaire, on en a parlé un petit peu avant, ces fameux outils de séquençage, dits de haut débit ou séquençage plus extensif, eh bien, on va retrouver à un taux relativement faible, eh bien, une, voire même plusieurs anomalies génétiques. Ces anomalies génétiques sont apparues avec le temps, on n'est généralement pas né avec, à des taux qui, généralement, par définition, pour parler d'hématopoïèse coloniale à proprement parler, sont inférieurs à 5%, quoique ce cut-off, quelque part, est assez arbitraire. Mais indépendamment de ça, c'est vraiment la présence dans la moelle d'anomalies moléculaires, mais qui ne sont pas associées à une maladie. Et ce qu'on sait, c'est que la présence de ces événements-là ou ces éléments-là sont associés à un surrisque de développer des vrais cancers du sang et peut-être aussi, d'ailleurs, le syndrome de VEXAS. Pour le moment, ça reste moins certain. Maintenant, la question, c'est est-ce que le VEXAS est une hématopoïèse ou une forme d'hématopoïèse clonale? Bah, d'une certaine façon, oui, si ce n'est que cette hématopoïèse, d'une certaine façon clonale, va avoir tendance à s'expandre, de devenir de plus en plus grosse et remplacer toute l'hématopoïèse normale pour donner une authentique maladie, d'autant que le VEXAS s'associe à des symptômes et ou à des anomalies de prise de sang quantitatives ou qualitatives. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc, Olivier? Je pense que tu l'as très bien dit. La question, c'est effectivement parfois pourquoi on a recherché une anomalie alors qu'il y avait très peu de symptômes, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est une autre question qu'on pourra évoquer. Et souvent, après, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a trouvé? Donc là, Thibaut va nous parler de traitement, mais c'est vrai que c'est je veux dire, un champ d'investigation qui est encore en cours. Pourquoi faire ces études très coûteuses chez des patients qui n'ont a priori pas grand-chose à se reprocher? C'est une question que je pose à la collégiale, c'est-à-dire que Maël plus, en médecine interne, je sais qu'on est souvent amené à rechercher maintenant, on veut rechercher des mutations d'hématopoïèse clonale chez des patients un peu qui ont des manifestations, mais pas hématologiques. Et c'est vrai que le labo parfois vous appelle en vous disant pourquoi tu veux un NGS pour ce patient-là alors que la NUM est strictement normale. Et Arsène, si je t'appelle pour te dire ça, tu dois te justifier pourquoi tu veux une recherche d'hématopoïèse clonale chez un patient qui a une NUM normale. Comment tu peux me convaincre? C'est Maël qui t'en convainc là, ou c'est moi? Maël. Oh, Ou vas-y. Thibaut. Maël ou Ah, c'est Thibaut. Thibaut, oui, ou Sophie, et faut me convaincre de faire l'analyse chez un patient chez qui vous suspectez quelque chose, mais où moi je regarde bêtement l'anum et je vois rien Bon, du tout. pour faire simple, parce que j'ai bien compris que les gens se On décident. s'est défaussé. Non, mais vous compléterez. Mais pour faire simple, on sait maintenant que ces mutations, outre l'association avec des manifestations, des symptômes hématologiques, des anomalies de l'hémogramme, des syndromes myélodysplasiques, ou tout ce spectre-là, elles ont également une association avec d'autres types de manifestations, dont des manifestations inflammatoires dont le spectre peut se rapprocher du syndrome VEXAS sans pour autant être un syndrome VEXAS. Et donc, il peut y avoir un intérêt de trouver ces mutations pour justement mettre un cadre sur des symptômes inflammatoires non VEXAS, également à visée potentiellement thérapeutique, parce que pour certaines, il existe des traitements qui peuvent cibler ces mutations. Et puis également, les mutations d'hématopoïèse clonale peuvent s'associer à d'autres spectres. Et maintenant, il y a des liens de plus en plus
prouvées entre le risque, par exemple, cardiovasculaire, à tel point que certains types de mutations d'hématopoïèse clonale sont considérés en tant que tels comme un facteur de risque cardiovasculaire, au même titre que le tabac ou autre. Et donc, de plus en plus, chez des personnes effectivement ciblées, à partir d'un certain âge, etc., on peut être amené à rechercher ces mutations-là lorsque l'on veut, soit appuyer un risque cardiovasculaire, soit étayer une manifestation disimmune, auto-inflammatoire, etc., ou discuter un traitement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors, Olivier, oui, nous, comme tu te rappelles, dans le temps, avec Pierre Fenot, en tout cas, on était attirés par l'association toujours entre gènes et à l'époque, on n'avait que le cariotype, donc on avait cette association trisomie 8 pseudo-B7 qui était monstrueusement importante. C'est-à-dire qu'on avait constaté, suite aux travaux des équipes asiatiques, bien sûr, que le fait d'avoir une trisomie 8 était vraiment associé à une attente digestive souvent sévère et qu'il fallait traiter vite. Et on a maintenant évolué vers ces nouvelles mutations. On découvre petit à petit. Donc, on vient de publier le papier sur les mutations donc IDH 1 et 2. On vient bientôt, Jérôme Adjach dans l'équipe va publier les mutations CARAS. Et on a aujourd'hui, on va travailler petit à petit sur chacune de ces mutations parce qu'on a l'impression quand même que certaines, en tout cas, sont associées à un profil clinique, donc un ensemble de symptômes, ou un profil évolutif, donc tel que l'aggravation, la sensibilité au traitement, etc., qui est peut-être particulier. Et puis enfin, un dernier élément très important, bien sûr, on a malheureusement peu de thérapeutiques ciblées pour l'instant dans le SMD, mais là aussi, Romain Stamler vient de rapporter ça pour la première fois au monde, faut le dire, que donc de cibler l'IDH avec des inhibiteurs, l'IDH peut être absolument extraordinairement efficace, même par rapport aux traitements comme l'ASA, etc. Et enfin, dernier point, on peut avoir, ce sont des associations là encore rares, et là aussi c'est un de nos collègues du Frenvex, Ambroise Le Pogam, qui vient de publier le papier, qui sont donc l'association avec des mutations de l'histiocytose, qui est une maladie cousine, qui n'est pas toujours cousine d'ailleurs, mais qui est un peu rare, beaucoup plus rare encore. Et là-dessus, c'est très important parce que là, on a d'autres mutations qui sont les MEC, etc. Et là, la thérapeutique, typiquement, ne sera plus l'azacitidine, ne sera plus forcément IDH, etc., mais sera l'utilisation des anti-MEC. Donc, comme l'a dit d'ailleurs Thibault, je listre juste que on commence enfin à avancer sur tout ça, puisque c'est des travaux très, très récents, et on espère encore enrichir, bien sûr, ce lien entre les différentes mutations, le pronostic, la clinique et puis surtout la thérapeutique. Donc, vous m'envoyez du sang ou de la moelle, on fait une analyse, on trouve une mutation et en fonction de la mutation, on peut adresser le patient chez le cardiologue pour un suivi, chez l'interniste pour une prise en charge thérapeutique s'il y a une option, ou si on trouve rien du tout, est-ce qu'on est amené à refaire l'analyse? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est amené à changer de matériel, à changer de type d'analyse? Maël, par exemple, si tu suspectes quelque chose et que dans ton laboratoire, on ne te rend rien du tout, quelle est ta conduite derrière? Il y a une surveillance, il y a quelque chose? Donc, si par exemple je fais une demande de gène UBA1 avec une clinique compatible, c'est ça, Ouais, par exemple, ça? ouais. Donc, déjà, la première chose que je regarde, c'est de quel panel on parle. C'est-à-dire quel test ou dans quelle mesure le gène UBA1 a été exploré. Puisque depuis le début, on parle donc du VEXAS. Le VEXAS, c'est canoniquement, ou du moins historiquement décrit comme étant une mutation à un endroit, c'est-à-dire une anomalie génétique unique, très spécifique d'un endroit sur un gène. Un gène, finalement, c'est un morceau du code génétique qui code pour une protéine déficiente dans le VEXAS, UBA. Bon. Les Américains, les fameux découvreurs, ont décrit initialement bien une première anomalie qui a défini l'entité telle qu'on l'appelle encore aujourd'hui. Cependant, avec le temps, on s'est rendu compte que, on pouvait avoir des manifestations cliniques du VEXAS, ou du moins des manifestations inflammatoires, des symptômes, des problèmes de sang, avec des anomalies du gène UB1, mais qui ne sont pas au même endroit que celui décrit initialement. Et donc, du coup, avec le temps, la nécessité de séquencer à différents endroits est devenue indispensable. Si bien qu'encore aujourd'hui, même si c'est devenu plus rare, de temps en temps, on peut dire c'est pas un VEXAS ou c'est pas une maladie du BA1, parce que tout simplement, on n'a pas forcément regardé au bon endroit et que des fois, on tombe en séquençant un peu plus loin sur d'autres parties du gène, et bien sur d'autres anomalies qui vont donner une symptomatologie clinique parfaitement compatible. Le premier truc que je fais déjà, c'est je regarde ce qui a été fait, où ça a été fait, et si le gène a été séquencé dans son ensemble. Et puis si pour le coup, c'est négatif, mais que le patient a de vraies anomalies ou du moins un tableau clinique compatible avec une maladie auto-inflammatoire en lien avec le sang, et surtout s'il y a des anomalies de prise de sang, typiquement une augmentation d'un paramètre qui s'appelle le VGM, donc la macrocytose par exemple, ou de l'anémie, problème d'hémoglobine, problème de plaquettes, c'est chercher ce dont parlait Arsène un peu plus tôt, des anomalies de gènes qu'on retrouve associées au cancer du sang,
IDH, pour ne citer que celui-ci, mais il y en a d'autres, CBL, TET2, bref, les autres anomalies de gènes qu'on sait être associées entre une symptomatologie clinique et, bien également des anomalies de prise de sang. Donc ça, c'est ce que je fais en général quand je suis confronté à cette situation. Et puis si tout ça c'est négatif, bah, c'est que tout simplement peut-être que c'est pas une maladie du sang et puis on peut avoir des maladies auto-inflammatoires pures qui n'ont et c'est d'ailleurs la plupart du temps, c'est ça, je pense, parce que moi j'ai un biais de recrutement énorme, mais la plupart du temps, on peut aussi avoir des maladies qui ne sont pas liées à un problème sanguin, qui ressemblent au Vexas comme 2 gouttes d'eau, mais qui n'en sont pas. Ah, peut-être un Merci. commentaire de Sophie là-dessus, justement, sur ces maladies qui ressemblent mais qui ne sont pas des Vexas. Voilà, je sais pas si on en On va parlera. peut-être On va peut-être rester- on va continuer peut-être les on conclusions. va Ouais, peut-être continuer on va sur continuer. le Pardon. Vexas, Tu si regarderas ça ne après. t'ennuie pas. Peut-on parler des traitements qui existent aujourd'hui pour le Vexas? Et puis après, on passera peut-être aux questions des patients. Quels sont les traitements Thibaut, si tu veux nous en parler? Oui, alors il y a, déjà avant de lister les traitements, on va pas vraiment les lister, mais il y a les informations importantes, c'est que déjà, comme on a dit tout à l'heure, il existe un réseau d'experts, ce qui fait que vu que c'est une maladie, on va dire, considérée comme rare et du moins récente, les traitements ne sont pas choisis et définis dans son coin, chacun, notamment dans des centres, dans des petits centres, etc. Il existe un réseau de RCP à la fois régional, voire même national, qui valide les traitements en fonction de situations particulières. Donc vraiment, tous les traitements sont validés au préalable par des experts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose est que ce que je vais vous dire aujourd'hui sera peut-être pas valable dans 2 ans et ce sera encore pas la même chose dans 5 ans, puisque c'est une maladie qui a été découverte de manière récente. On est à 5 ans. Et les données et les traitements que l'on utilise à l'heure actuelle sont encore des vieux traitements que l'on a ressortis, on va dire, puisqu'ils étaient utilisés dans des situations similaires à peu près, et que du coup, on les a évalués dans le Vexas avec des efficacités variées. Mais les perspectives, c'est justement d'identifier des nouveaux traitements plus efficaces, plus ciblés, qui sont en cours d'évaluation dans des protocoles ou qui vont l'être, et qui du coup vont peut-être redéfinir le paysage des traitements disponibles dans les 5, 10 ans à venir. Voilà, donc ça c'est le préambule. Mais ensuite, lorsqu'on traite un syndrome VEXAS, et lorsqu'on traite un patient surtout qui a un syndrome VEXAS, si on reprend ce qui a été dit avant, il y a 2 grands cadres de manifestation. Il y a tout ce qui est lié à l'inflammation, donc toutes les manifestations inflammatoires pour l'extrême majorité des patients, et pour certains d'entre eux également, des conséquences liées à l'atteinte de la moelle osseuse, et donc les cytopénies, anémie, la thrombopénie et baisse de globules blancs. Et donc le but va être plus ou moins de cibler ces différents paramètres. Il y a deux grandes manières aujourd'hui de traiter le syndrome VEXAS. On rentrera dans les détails plus tard, parce que j'ai vu les questions et des questions qui rentrent un peu sur différents types de traitements, mais pour les médicaments aujourd'hui qui sont utilisés, et la manière, c'est soit dans un premier temps, on traite la conséquence, et donc on va traiter l'inflammation induite par la mutation dont on a parlé, et donc ben, ça, c'est des traitements anti-inflammatoires, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les plus efficaces sont soit des traitements qui vont cibler, enfin globalement, sont des traitements qui vont cibler des molécules liées à l'inflammation, et donc soit des cytokines, et notamment la cytokine IL-6, et donc c'est le tocilizumab ou Roactemra pour son petit nom, pour des gens qui peuvent le recevoir. Et une autre manière est d'utiliser un autre traitement anti-inflammatoire qui agit un peu de manière différente, plutôt dans la cellule, qui s'appelle les inhibiteurs de JAK, c'est en anglais, hein. Mais en tout cas, celui qu'on utilise en France est le ruxolitinib, et son petit nom, c'est le Jakavi, pour ceux qui l'ont. Ça, c'est le grand cadre, et puis bon, il y a d'autres traitements anti-inflammatoires qui peuvent être utilisés, mais en gros, la majorité, c'est ça. Et l'autre manière, ouais, l'autre manière de voir les choses, c'est d'aller traiter directement la cellule qui contient la mutation. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est de traiter le clone, donc cette cellule mutée. Et là, encore une fois, il n'y a pas 40 solutions. Il y a un médicament qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années, notamment dans les syndromes myélodysplasiques, et qui s'appelle l'azacitidine. Ça, c'est la molécule, et le Vidasa, c'est son petit nom. C'est un traitement qui se fait par voie sous-cutanée. On en reparlera tout à l'heure s'il y avait des questions dessus. Et puis le traitement le plus radical, mais qui est finalement, comme on dit dans les syndromes mélodysplasiques, le seul qui aujourd'hui peut permettre de guérir définitivement la maladie, c'est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire greffer de la moelle osseuse de quelqu'un d'autre, soit de la famille, soit de donneurs compatibles.
après avoir reçu une très grosse chimiothérapie, ce qui sous-entend que c'est un médicament, une prise en charge qui est lourde et qui nécessite des patients plus jeunes, raison pour laquelle ces indications à l'heure actuelle ne sont pas étendues et concernent une fraction de patients. Et tout à côté de ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire en attendant que ces médicaments marchent ou si ces médicaments ne marchent pas, ben, c'est corriger les symptômes. Donc, s'il y a besoin de transfusion, on transfuse. Pour corriger l'anémie, on peut essayer de mettre de l'EPO. Si on veut éviter que les patients fassent des caillots à cause de l'inflammation, il faut qu'on mette des traitements contre les caillots, donc des anticoagulants. Et puis tous ces traitements, ça majore le risque de faire des infections. Et donc, on peut être amené en prophylaxie, c'est-à-dire avant que l'infection arrive, de mettre des antibiotiques, des antiviraux, etc. Merci. On va passer peut-être aux questions. Et il y avait une question sur pourquoi les médicaments ont deux noms. Donc il y a un nom, il y a leur nom de molécule et il y a le nom du médicament. C'est bien ça, par exemple, Ouais, si on oui, disait faut pas, c'est le paracétamol et ferritin. paracétamol et Doliprane ou Voilà, c'est paracétamol et ça. Dafalgan, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que les médicaments ont deux noms en général, hein. Est-ce qu'il y a des études sur les causes éventuelles de cette mutation, exposition à certains produits chimiques dans le sang régulier, etc. Enfin, dons de sang régulier, alors, ou autre. Est-ce qu'on sait pourquoi ça mute? Alors l'âge, oui, parce qu'on vieillit, mais est-ce qu'il y a des raisons autres? Euh, spécifiquement, non, dans cette maladie, on ne sait pas. Par analogie, c'est-à-dire par ressemblance à ce que l'on sait dans ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, les syndromes myélodysplasiques, l'hématopoïèse clonale, on sait que l'âge est un facteur important, puisque par différents mécanismes, l'âge va induire une espèce de stress, notamment dans la moelle osseuse, va être responsable d'une inflammation chronique qui favorise la survenue de mutations. Donc on sait que ça, c'est le principal élément. Ensuite, aujourd'hui, à la différence d'autres maladies, encore une fois, comme dans les syndromes myélodysplasiques ou d'autres mutations, on n'a pas de lien prouvé entre des expositions comme des expositions à des toxiques, comme le tabac, comme l'exposition à des rayons, par exemple, etc., qu'on peut voir dans d'autres maladies, et la survenue de cette mutation. Ça, c'est ce que, si vous voulez compléter, mais... Peut-être que je peux juste rajouter pour l'Assemblée que la maladie a été vue dans tous les continents et quasiment tous les pays, en tout cas si le séquençage est disponible, ce qui est la meilleure preuve que ce que vient de dire Thibaut est vrai, c'est que tout le monde peut être touché, quel que soit son pays, son origine, ce qu'il mange, ce qu'il boit. Voilà. Même si, comme l'a rappelé Sophie, il y a encore des pays qui n'ont pas accès au diagnostic de manière facile, donc il nous manque encore des prévalences dans certains pays, mais il y a un congrès international qui a été organisé par Sophie et l'équipe qui a commencé en 2024 et qui a été continué l'année dernière en septembre à New York. Et beaucoup de pays participent et beaucoup de pays présentent leur cohorte locale du Japon au Mexique et effectivement on a l'impression d'avoir des patients partout sans Partout. trouver de cause épidémiologique pour l'instant effectivement. Sur tous les continents. Ouais. Bon, bah merci Émilie pour cette question. Alain demande quelle différence y a-t-il entre un VEXAS et un cancer du sang? Pierre, peut-être? Alors, Ouais. ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, tous les VEXAS ne sont pas associés à ce qu'on appelle des hémopathies malignes. Alors, malignes, c'est-à-dire que les syndromes myélodysplasiques qu'on voit dans le VEXAS sont des formes de faible risque. Donc, assez peu évolutive, et d'ailleurs, elle n'évolue pas en leucémie aiguë. Donc, peut-on vraiment parler d'affections néoplasiques? Elles sont clonales, oui, donc on peut parler d'une certaine façon d'affection cancéreuse, mais quand même très atténuée et d'évolution lente. Et d'ailleurs, ce qu'on a montré, c'est que le devenir du VEXAS était plus lié au problème inflammatoire qu'à celui du syndrome myélodysplasique associé, et notamment des complications inflammatoires. Et l'autre association, c'est avec ce qu'on appelle des pics monoclonaux, mais en général, là aussi, c'est pas des myélomes, ce sont des pics isolés sans myélome. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est une association avec des pathologies qui sont plus pré-cancéreuses, j'allais dire, que cancéreuses, et qui d'ailleurs évoluent assez peu. Donc c'est un petit peu ça, mais et ça peut être isolé sans aucun des deux. Voilà. C'est vrai que en tant que clinicien, c'est toujours
une définition qui est difficile à expliquer, puisque le terme cancer peut vraiment avoir des définitions très différentes selon si on parle de maladies oncologiques solides, cancer, et de maladies cancéreuses des ganglions, maladies cancéreuses de la moelle osseuse. Et c'est vrai que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et c'est sûr que si on prend la définition que c'est le fait d'avoir une mutation dans une cellule qui confère un avantage particulier par rapport aux autres, oui, parce que cette cellule-là a un avantage, mais elle n'a pas du tout les caractéristiques prolifératives, délétères des cancers. Et donc, comme le disait Monsieur Fenot, vraiment, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est plutôt des phases plutôt précancéreux. Et encore, c'est à discuter, puisqu'il n'y a pas d'évolution vers des formes réellement cancéreuses. Et le principal problème est lié aux conséquences inflammatoires, etc., et non à la progression de la maladie. Donc, c'est assez différent, même si le mécanisme peut s'en rapprocher finalement. Je me permets de faire un commentaire. Les tumeurs solides, c'est que les tumeurs du rein, les tumeurs du foie, les Mm. tumeurs du sein, les tumeurs de la prostate, ça, c'est des tumeurs solides. Et c'est vrai que là, on est dans un système différent puisque c'est le système du sang. Donc, c'est liquide par définition. Donc, je Et me puis c'est permets par définition disséminé, mais pour autant, c'est de... pas métastatique, Ouais, c'est pas exact. du tout la même chose. Et la notion de clone, c'est effectivement, comme vient de le dire Thibaut Comont, une des cellules qui prolifèrent plus que les autres, mais tant qu'il n'y a pas de manifestation clinique ou biologique, est-ce vraiment un cancer? C'est ça. Voilà. Merci pour ça. Didier et Anne-Catherine se demandent quels sont le rôle des médecins rhumatologues, dermatologues et des internistes dans le diagnostic et la prise en charge et comment articuler le suivi entre les différentes spécialités. Est-ce qu'ils s'articulent tout seuls ou est-ce qu'il faut que le patient, si je comprends bien, articule ce suivi? C'est une question à laquelle il n'est pas très facile de répondre de façon définitive. Euh, Probablement qu'au centre de la prise en charge du patient, il doit y avoir un médecin hospitalier. Ça, je pense que c'est important, qui soit habitué à prescrire les traitements comme les biothérapies et l'azacitidine et à suivre les cytopénies. Donc, c'est pour ça que le plus souvent, c'est un médecin hospitalier qui connaît bien. Alors, parfois, il a la spécialité de la médecine interne, parfois, c'est l'hématologie. Parfois, c'est un rhumatologue qui fait de la médecine interne. Bien sûr, mes collègues pourront compléter. Dans certains centres très spécialisés, les dermatologues, on en a quelques-uns qui connaissent très 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 bien ces maladies. Et après, je pense que le patient peut tout simplement en discuter avec son médecin hospitalier référent en lui demandant qui va centraliser sa prise en charge pour qu'il y ait une personne un peu référente. Et parfois, il peut y avoir besoin de demander un avis plus pointu à l'hématologue. Euh, Est-ce que ça vous convient comme réponse, Arsène, Thibaut, Vincent? Oui, Sophie, tout à fait. Ce que je rajouterais, c'est que c'est l'objectif des groupes comme le nôtre, là, collaboratif, dont vous avez beaucoup de représentants ici. Notre objectif, c'est de plus en plus faire des recommandations. Donc, ça s'appelle en France le PNDS, hein, qu'on est en train donc, de terminer, dont l'objectif est justement que tous les médecins, y particulier ceux qui ne sont pas forcément très habitués, aient quand même un minimum de recommandations de bonnes pratiques. Et c'est ce qui est habituel en médecine. Hein. Donc, c'est que le médecin n'est pas obligé d'être, bien sûr, un grand spécialiste de toutes les maladies qui existent. Et donc, petit à petit, même si c'est une maladie pour l'instant encore assez nouvelle, l'objectif, quand même, c'est que bah, voilà, les médecins ils puissent avoir à leur disposition. Mais au jour d'aujourd'hui, on considère quand même que c'est bien qu'il y a encore un contact par le biais d'une RCP, par le biais d'une consultation spécialisée, par le biais tout simplement d'une autre façon de prendre un avis, peut-être avec des médecins qui ont encore l'habitude de voir beaucoup de ces malades. Et puis petit à petit, comme dans toutes les maladies, l'objectif c'est que partout en France, on puisse bien sûr trouver quelqu'un qui s'occupe bien des patients. Oui, pour terminer, il y a une responsabilité de l'expert dans le centre auquel il est rattaché, également de créer ce réseau local, parce qu'il y a ce réseau national qui existe, mais localement, il faut également développer ce réseau-là, et donc il passe par l'information et la formation des différents médecins dont vous avez parlé dans la question. Et donc, c'est à nous d'intervenir auprès des hématologues qui ont moins l'habitude, des rhumatologues, des dermatologues à travers des journées de formation, à travers des réunions communes sur l'existence de cette maladie, sur l'existence d'un réseau et des différentes méthodes d'adressage des patients pour qu'en gros, à la fois localement, il y ait ce maillage qui soit fait,
et nationalement pour remonter des cas particuliers, discuter de traitements nouveaux, des protocoles, etc. Et donc c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait que, et c'est quelque chose dont on a l'habitude en France, et notamment l'habitude dans ces disciplines que sont l'hématologie et la médecine interne, avec des réseaux qui sont déjà développés, des réseaux d'oncologie, hématologie régionaux à travers. Et donc ça permet vraiment d'avoir ce maillage-là qui est important dans ce Et type de puis, maladie compliquée. et puis j'allais dire, il y a aussi le suivi des médicaments. Un interniste qui a l'habitude de prescrire Vidasa et qui connaît les cytopénies, etc., peut parfaitement être autonome. Maintenant, quelqu'un qui n'aurait jamais manié Vidasa a absolument besoin d'un hématologiste, par exemple. Voilà. Ouais. Oui, parce que Guy, Jean-Pierre demande, peut-on actuellement esquisser une trajectoire évolutive générale de cette pathologie? Comment ça va évoluer? Comment cette pathologie va évoluer? Est-ce qu'on peut le savoir actuellement? On n'a pas complètement de Alors, recul. si je puis ajouter un élément, je pense que tout dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'à l'échelle d'un individu, est-ce qu'il y a forcément une évolution dans le temps, ou est-ce que, de manière générale, est-ce qu'on sait comment les choses vont avancer dans la découverte autour de cette maladie? Et pour parler déjà de comment les choses évoluent à l'échelle d'un individu, de manière assez générale et d'expérience, c'est une maladie qui, au début, souvent peut ne pas être très symptomatique, mais avec le temps, usuellement, des symptômes finissent usuellement par apparaître. C'est variable d'un individu à l'autre, et le temps que va nécessiter à l'aggravation ou à la majoration des symptômes semble être assez variable d'un individu à l'autre. En revanche, et jusqu'à présent, j'allais dire, l'absence totale d'évolution ou une découverte fortuite sans symptômes évolutifs avec le temps est quelque chose de plutôt inhabituel. C'est-à-dire que c'est impossible, mais c'est quand même quelque chose de peu fréquent. Donc c'est plutôt une maladie qui, dans le temps, dont l'histoire naturelle, que ce serait le terme approprié, est généralement à l'évolution, mais dont la cinétique d'évolution est très variable d'un individu à l'autre. Et, encore une fois, ça peut être des symptômes ou des problèmes sanguins, et ou l'un ou l'autre d'ailleurs. Ça peut être parfois même les deux. Donc il n'y a pas de généralité, d'où, je pense, la nécessité vraiment d'être suivi par un médecin qui a l'habitude et qui connaît, dans la mesure du possible, le mieux possible, cette maladie qui est assez particulière, justement, dans sa présentation et justement son évolution. C'est une question de Guy, hein, qui a lui-même connu une forte errance médicale avant d'avoir le bon diagnostic. Il se demande comment ça se fait que les médecins ne connaissent pas ce symptôme. Je pense que la réponse est tous ce symptôme. Je pense que la réponse est dans dans la pathologie qui est quand même de découverte récente. Découverte récente, et puis la présentation peut être un peu trompeuse. Si le patient a plus des lésions sur la peau, peut-être qu'on va plus penser à une maladie dermatologique. S'il y a une altération de taille générale, on va peut-être plus penser à un cancer et peut-être faire des explorations en ce sens. Voilà, découverte récente et le fait que la présentation touche pas mal d'organes. Et puis on communique quand même beaucoup, hein. On l'a dit, on est tous sollicités dans nos disciplines respectives pour faire passer la bonne parole, pour faire passer les bonnes démarches pour la suspicion clinique et le diagnostic. Et dans nos congrès, le congrès d'hématologie, hein, que vous connaissez, qui a lieu fin mars, organisé par la Société française d'hématologie, il y a maintenant une catégorie spéciale Vexas, alors qui est adossée au syndrome myelodysplasique. Et on aura la chance cette année d'avoir le docteur David Beck, le découvreur de la maladie, faire une séance plénière pour refaire passer le message à tous les hématologues sur les bons critères diagnostiques et un peu les nouvelles données sur cette maladie. Donc c'est vraiment une maladie pour laquelle on prône l'information, et je pense que le GFM et le Frenvex et tous ceux qui sont sur la table, et il en manque encore, ont beaucoup participé. Mais pour répondre à ce patient, il y a un petit biais parce que nous sommes tous des médecins hospitaliers, hospitalo-universitaires, à travailler dans des centres un peu d'expertise maladies rares. Voilà, nous avons ce biais-là de s'intéresser de près à des maladies très rares. C'est pour ça qu'on essaye de parler de plus en plus de ces maladies et même dans les associations de patients, Mm. de parler de plus en plus pour que les gens soient interpellés et les médecins aussi. Alain dit, depuis 3 mois, il a par intermittence des fièvres, une augmentation de la CRP contrôlée et régulée par des antibiotiques ou une augmentation momentanée de cortisone.
Mais comment peut-on déterminer s'il s'agit d'une aggravation de la maladie ou bien d'un facteur extérieur, virus, etc. Comment, ça c'est un petit peu le rôle du médecin, je dirais, mais lui il se demande si quand sa CRP augmente et qu'il a de la fièvre, il sait pas quoi faire, quoi. Je peux répondre, c'est la limite des réunions d'information patient, c'est-à-dire que malheureusement, ça ne se substitue pas à une consultation médicale. Voilà. C'est la réponse qu'on fait habituellement. Donc c'est clairement impossible de répondre, mais en fait, vous avez déjà répondu, c'est que c'est le médecin expert qui, en voyant le patient, en l'examinant et en faisant les bilans biologiques, permettra de faire la différence entre un événement infectieux intercurrent ou une poussée de la maladie qui peut nécessiter un réajustement du traitement. Mais comme ça, c'est clairement impossible de répondre. Mais Est-ce pour rassurer ce patient, il y a des travaux un peu collaboratifs internationaux pour essayer de définir ce que c'est qu'une poussée. Donc, en tout cas, vu que la maladie est de description récente, dans le futur, ce sera peut-être un peu moins difficile et ça reste à déterminer avec son praticien. Très bien, merci. Une dernière question là-dessus, c'est Madeleine qui a un syndrome myélodysplasique et elle se demande s'il peut exister un lien avec le syndrome VEXAS pour son fils de 29 ans qui a des symptômes cutanés de type psoriasis et des douleurs rhumatismales dans le dos, les jambes et les pieds. Est-ce que ça peut évoquer un syndrome VEXAS et est-ce qu'il faut recommander un dépistage dans ces cas-là? C'est peut-être en parler avec son médecin hématologue. Elle a peur que ce soit son fils la même chose, quoi. Bah, Maël a répondu tout à l'heure sur la Oui. transmission, donc peut-être que Maël, tu peux redire Ouais, ce que tu as dit. effect- effectivement, déjà, il y a un facteur, alors au-delà du fait qu'il soit de sexe masculin, le fils de cette patiente, il est très jeune. Et donc, comme on l'a dit, l'association du Vexas à cet âge-là, bien que non impossible, est quand même exceptionnelle. Et enfin, quelque part, il n'y a pas de transmission ou d'hérédité nécessaire, notamment concernant, du moins pour le syndrome de Vexas. Maintenant, le fait que la patiente ait une maladie du sang et son fils ait des problèmes de peau associés à des douleurs articulaires ne définit pas en soi qu'il s'agisse d'un syndrome de Vexas. De plus, elle semble indiquer qu'il y a un psoriasis, donc probablement les douleurs articulaires sont en lien avec le problème du psoriasis. Donc, l'idée, c'est de ne pas tout mettre dans le même panier. Ça y ressemble, donc forcément, c'est ça. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Et là, pour cette situation, je pense qu'on peut être plutôt rassurant sur l'absence, a priori, d'arguments, transmission verticale pour le problème sanguin, en tout cas. Merci. Maintenant, y a-t-il des facteurs déclenchants, demande Alain, qui favorisent les poussées inflammatoires dans le Vexas? Et si oui, lesquels? Peut-être amener un premier élément de réponse. Peut-être, Olivier, tu voulais dire un truc, excuse-moi si je. Non, mais c'était en lien avec les traitements. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que même quand la maladie est contrôlée sous traitement, mais vous allez le dire mieux que moi, en fin de cycle, en fin de dose, on a certains effets. J'imagine que c'est ça dont tu veux parler. Mais d'un point de vue environnemental ou autre, on n'a rien identifié pour l'instant. Alors, non, en effet, et du moins, rien n'a été publié sur le sujet. Et si on met de côté quelque part le caractère thérapeutique ou les séquences de thérapeutique, notamment de la baisse de dose de cortisone, ce genre de choses, dont on va parler juste après, mais d'expérience, et après peut-être les collègues pourraient en mentionner, mais les événements infectieux, hein, parfois peuvent être des déclencheurs, une petite infection, une infection virale, une vaccination, ce genre de choses. Ça peut être des choses qu'on peut observer parfois comme déclencheurs ou favoriser une poussée. Mais pour le moment, ce type d'observation est, en tout cas de mon point de vue, pour le moment non rapportée et peut-être incertaine à démontrer. Mais néanmoins, c'est quelque chose que j'ai pu observer, mais pas systématiquement, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et de manière générale, il n'y a rien qui semble être très fort ou comme un élément majeur pour déclencher une poussée. Ou alimentaire, l'effort, ce qu'on veut, quoi. De manière générale, ça semble être assez aléatoire, de manière Les, générale, à l'exception de certains petits événements. les maladies inflammatoires concomitantes, type le Covid, dont on a beaucoup entendu parler, je sais qu'il y a eu des études, effectivement, il y avait des patients qui avaient les deux. Qu'est-ce qu'il en est sorti, à ta connaissance? Tu veux dire d'une infection Covid-19 et de Ouais, poussée de Vexas, c'est ça? ouais. Alors, de manière générale, les infections, et de ce que j'ai pu voir aussi, ça c'est mon expérience, donc un biais de prisme, bien sûr, mais c'est que même parfois dans des infections très graves, on a même pu voir après, a posteriori, plutôt un recul de la maladie, Mm. l'extinction, une espèce de phase froide qui s'ensuit, comme si l'hyperstimulation immunitaire quelque part permettait de remettre en place
l'hématopoïèse saine, si je peux dire cela, mais ces travaux n'ont pas été rapportés, ou du moins pas à ma connaissance. Mais ce sont là aussi des expériences personnelles et puis aussi partagées avec d'autres collègues. Maintenant, de manière générale, il peut y avoir aussi des formes de poussées ou favoriser d'exacerbation de la maladie chez des gens sous traitement, notamment quand on va baisser peut-être la dose de cortisone, ou pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne peut pas maintenir cette dose-là. Donc, ça peut être une des raisons de la poussée, mais quelque part, ce n'est pas un déclencheur. C'est simplement qu'on lève le pied sur le traitement anti-inflammatoire. Sinon, comme le disait un peu plus tôt Olivier, en fin de cycle, le cycle de chimiothérapie, notamment de Vidasa, une demi-vie qui est celle qu'elle est, et donc en fin de cure, on peut voir réapparaître des symptômes juste avant l'initiation de la suivante. Mais pour le moment, et je parle sous la réserve de mes collègues, il ne me semble pas qu'il y ait outre ces points liés à la thérapeutique, de choses qui soient très évidentes quant aux facteurs favorisant les poussées. Ouais, tout à fait. Maël. Est-ce que pourrait peut-être rajouter quand même dans ce registre, même si c'est pas des facteurs déclenchants à proprement parler, mais c'est que ma première observation personnelle était un patient qui s'est présenté avec des affections récidivantes. Donc c'est un chapitre, enfin en tout cas c'est une question pour nous majeure. Le Vexas pourrait favoriser, en tout cas, donc une certaine forme de voilà de favoriser, on va dire les infections. Aussi bien sûr par le biais des thérapeutiques prises. Et donc, l'un des messages majeurs, c'est véritablement donc, la mise à jour de toutes les vaccinations de façon extrêmement rigoureuse, ce qu'on fait vraiment aujourd'hui dans un calendrier tout à fait spécifique, à s'entendre même une collaboration avec les infectiologues qui donc vraiment font un travail là-dessus voilà, très important. Et donc, ça, c'est une question majeure pour les patients de façon globale hématologique et pour les malades, en tout cas, avec le Vexas, qui soit d'ailleurs traité, pas traité, a priori. Merci. Une question de Daniel. Est-ce qu'une neuropathie peut-elle être engendrée par le Vexas? Est-ce que dans le Vexas, on trouve des neuropathies? Alors, je vais y répondre parce qu'après, je devrais vous abandonner. Le groupe français s'est intéressé, comme l'a toujours fait d'ailleurs, aux manifestations organe par organe. Et donc, c'est quelque chose qui a été décrit donc, par les Français. C'est nos amis donc, de Marseille, Michael Ebo, qui l'a très bien décrit avec un centre de référence donc, de neurologie. Ils ont décrit donc, des manifestations neurologiques très variées. Donc, on ne peut pas être particulièrement spécifique. C'est-à-dire que toute atteinte neurologique, globalement, pourrait se voir, mais c'est quand même très, 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 très rare. Il n'y a a priori pas d'attente spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme neurologique très particulière qui va amener forcément au diagnostic de Vexas. Et donc, il a décrit ces manifestations possibles au cours du Vexas. Et la question par la suite, c'est bien sûr quelle thérapeutique. Et là, on en parlera probablement tout à l'heure, c'est de façon assez globale, la stratégie inflammation ou la stratégie clone. Donc oui, ces manifestations peuvent s'associer, mais elles sont quand même très, très, très rare. Et pour l'instant, les seules grandes cohortes, en tout cas, c'est celle des Français. Donc, on attend les confirmations, bien sûr, par d'autres cohortes mondiales plus importantes, etc. Merci. Thierry voudrait savoir pourquoi ces plaquettes font le yo-yo. Est-ce que ça va durer? Ce qu'on peut dire, c'est que la baisse des plaquettes, ça fait partie des symptômes du Vexas, qu'il y ait ou non de syndrome myélodysplasique. C'est une des composantes justement des baisses de globules que l'on peut voir. C'est variable d'un patient à l'autre. Alors que ça fasse le yo-yo, ça peut arriver. Et l'évolution, c'est encore une fois très difficile à dire comme ça, tant qu'on n'a pas les caractéristiques ensemble de la maladie. Voilà. Donc, elles peuvent baisser, elles peuvent à un moment nécessiter des traitements particuliers, soit que des plaquettes, soit de l'ensemble de la maladie, comme elles peuvent rester stables au cours du temps. Donc, il est difficile comme ça de répondre, mais c'est quelque chose qui peut être lié à la maladie. Voilà, Merci. j'ajouterais juste un mot, c'est autant un taux d'hémoglobine reste en général assez stable de semaine en semaine, autant, enfin sauf quand ça descend, si la maladie progresse, autant un taux de plaquettes naturellement varie assez fort, notamment lorsqu'il y a une thrombopénie modérée, et donc les gens s'inquiètent quand on passe de 80 à 65 000, alors que la semaine suivante, ça peut être à nouveau 80 000. Donc ces oscillations, elles sont fréquentes, les patients s'inquiètent fréquemment, et le plus souvent, ce sont des oscillations modérées. Quel que Merci. soit d'ailleurs le type de maladie sanguine. Voilà. Merci. Maintenant, on va aborder les traitements. Jean, malgré la découverte récente du Vexas, avez-vous des renseignements sur l'efficacité du Vidasa? D'autres traitements sont-ils à l'étude? Thibaut, qui d'autre? Oui, j'arrête. Donc, oui, en fait, le Vidasa, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a initialement. Donc, initialement, c'est un médicament qui est utilisé dans les syndromes myélodysplasiques, mais dans des formes plus avancées,
de gens qui sont plutôt à risque d'évoluer vers des formes plus graves de leucémie, etc. Donc l'expérience initiale, on l'a de là. Par extension, on l'a utilisé par la suite dans des maladies inflammatoires ou auto-immunes associées à des syndromes myélodysplasiques. Et puis plus récemment, on l'a utilisé dans le syndrome VEXAS, qu'il soit ou non associé à des syndromes myélodysplasiques. Et donc, ce qu'on peut dire avec les données que l'on a, qui sont encore une fois des données issues de dossiers traités auparavant, quelques données de patients traités récemment, donc encore une fois à prendre avec des pincettes, mais l'impression globale, c'est que oui, c'est un médicament qui marche plutôt bien, qui marche, on va dire, entre la moitié et 2 tiers des cas chez des patients, avec quelques particularités. C'est que il peut mettre du temps à agir, et c'est pour ça que chez les patients traités, on se donne du temps, et ça peut nécessiter des remontées de cortisone entre-temps. Et quand je dis du temps, ça peut mettre entre 6 et 12 mois, voire même à agir. Et donc, il ne faut pas être trop pressé dans la conclusion quant à l'efficacité de ce traitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le début du traitement peut être un peu, on va dire, peut exposer en tout cas à certains risques infectieux, ce qui nécessite vraiment d'être utilisé avec précaution, avec des gens qui savent faire et une surveillance particulière. Mais à ce jour, c'est le traitement, semble-t-il, qui marche le mieux. Encore une fois, c'est pas parfait, hein, parce que quand je vous dis entre la moitié et 2 tiers des cas, ça veut dire qu'il y en a entre la moitié et 30-40% des patients chez qui ça ne marche pas. Donc, c'est pas parfait. Mais c'est le traitement qui semble marcher le mieux et qui semble surtout marcher de manière plus durable, puisque chez les patients qui répondent à ce traitement, eh bien, on observe très peu, voire quasiment pas de rechute sous traitement. Et même, c'est le seul traitement, si j'enlève la greffe de cellules souches, qui permet également, dans la majorité des cas, de négativer la mutation. C'est-à-dire que cette mutation qui nous sert au diagnostic, eh bien, lorsqu'on la surveille sur traitement, lorsque les patients répondent sur le plan clinique, généralement, ils répondent également sur le plan de la mutation, on ne la trouve plus. Donc, il y a vraiment une action directe sur la maladie. On connaît pas, on ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas trop pourquoi aussi chez certains, ça marche et chez certains, ça marche pas. Et donc ça, c'est une question importante puisque du coup, on pourrait choisir et faire de la médecine plus personnalisée, mais à ce jour, on ne sait pas. Et donc, ben, voilà, c'est un traitement qu'on est amené à proposer au cours du traitement. Philippe, lui, avec ça depuis 2022, il en est à sa 42e cure de Vidaza, qui a permis de mettre en sommeil la polychondrite. Tout va pour le mieux, mais il voudrait connaître l'impact de cette chimio sur l'organisme à long terme. Bon, j'enchaîne sur le Vidaza. Oui, Comment dire, l'impact à long terme, l'expérience que l'on en a, c'est qu'il n'y a pas le risque principal est surtout infectieux et les infections sont surtout au début du traitement. Et quand je dis le début, c'est les 3, 4 premières cures, on va dire jusqu'à 6 pour être large, mais lorsqu'on passe ce cap-là, dans l'extrême majorité des cas, le traitement est bien toléré. Alors on peut voir survenir dans un second temps et de manière un peu plus tardive certaines baisses des globules qui peut nécessiter des adaptations de dose, par exemple augmenter l'intervalle qui est d'habitude de 1 mois entre 2 cures ou baisser le nombre de jours. D'habitude, c'est 7 jours, on peut être amené à faire 5 jours. On peut combiner justement, augmenter cet intervalle plus baisser le nombre de jours. Donc ça peut se gérer. Mais généralement, lorsqu'on passe ce cap initial, le traitement est très bien toléré. Et on a des patients dans le registre qui sont à plus de 150 cures, enfin 120, 130 cures, et qui justement le tolèrent très bien, sous réserve de ces adaptations-là. L'autre question justement qui sous-entend, c'est je ne sais pas si c'était dans les questions, mais comme ça on le fait dans la foulée, c'est est-ce qu'on peut arrêter le traitement justement? Mais ça c'est une grande question, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, on essaie de le chercher parce qu'il y a des patients chez qui on a arrêté et qui ont gardé très longtemps une maladie sans aucun symptôme alors qu'ils n'avaient pas de traitement. L'expérience que l'on a, c'est que quand même, la maladie finit par revenir à un moment, dans l'extrême majorité des cas, et que, au vu de la bonne tolérance à long terme et du fait que le traitement peut mettre longtemps à agir, pour ne pas réexposer les patients à la cortisone, etc., si possible, on essaie de ne pas arrêter le traitement. Mais on n'a pas une réponse définitive et peut-être que dans quelques temps, comme je vous disais, c'est assez mouvant, peut-être que dans quelques temps, on dira, ben, en fait, non, quand le traitement marche très bien, au bout de 10, 12, 13 cures, ben, arrêtons-le et puis on le reprendra lorsque ben, biologiquement, on verra des signes qui réapparaissent. Voilà. Ça, c'est une vraie piste, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pas comme dans les maladies euh, plus cancéreuse où on est formel et on sera toujours formel quant à l'arrêt possible du traitement. Là, c'est une question qu'on se pose.
Là, il y a quand même une autre chose, c'est que soyons pragmatiques, c'est qu'au bout d'un certain nombre de cycles, Vidaza en sous-cutané, c'est une contrainte, et souvent on est amené à espacer les cycles autant qu'on peut, à réduire par exemple 5 jours au lieu de 7 jours, tant qu'on ne dispose pas de forme orale de Vidaza, et il faudra encore un certain temps avant qu'on en dispose. Et pour rassurer les patients sur ce thème-là, c'est une problématique internationale. Hier, à l'hôpital Saint-Louis, on avait la chance d'avoir le professeur Hajmaker, qui est d'Amsterdam, qui a été le premier à publier un cas clinique d'un patient à lui. Il m'a raconté l'histoire hier, qu'il avait mis sous azacitidine et pour lequel il avait observé une rémission hématologique et une rémission moléculaire. Et il me confiait qu'effectivement, il est aussi dans une stratégie, alors pour les quelques patients qu'il a, d'arrêt de traitement et il contrôle la présence de la mutation sur le sang. Et là, il est en train d'essayer de voir si il va pas monitorer le traitement, monitorer la réponse et envisager la reprise du traitement à partir d'une VAF, d'une fréquence de la mutation qui dépasse les 10%. C'est ce que Qui m'a font les demandé mon Italiens avis. également dans une cohorte. Les Italiens font un peu la même chose Ouais. également sur certains patients. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, nous, justement, vu que certains le font, ben, ça permet d'avoir des cohortes où on ne le fait pas versus des cohortes où on le fait. Et comme ça, on pourra comparer l'évolution à long terme. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de trouver au mieux le schéma le personnalisé, enfin, le schéma le plus optimal en tout cas de ce traitement-là. D'où l'intérêt du suivi rapproché des patients sur le sang, qui est un examen quand même beaucoup moins invasif que la moelle auquel on a l'habitude dans les SMD. C'est vrai qu'on a rarement accès, on a rarement besoin de faire de la génomique sur le sang dans les SMD, alors que dans le VEXA, ça va être, je pense, la piste de demain pour bien asseoir cette réponse au traitement. Merci. Une autre question sur le Vidaza, c'est Anne-Catherine, sa maman qui met beaucoup de temps à récupérer ses globules blancs après chaque injection de Vidaza. Est-ce que c'est normal? On a un peu répondu. Est-ce qu'il y a des mesures médicales et nutritionnelles permettant de favoriser ou d'accompagner cette récupération? Et est-ce que les maux de tête, les palpitations, les malaises, les tachycardies, les essoufflements, est-ce que c'est lié au Vidaza ou peut-être à la maladie? Maëlle? Si je puis rajouter un point pour répondre au moins à la deuxième partie de la question, ou même Oui. la première, il n'y a pas de mesure alimentaire très particulière pour favoriser la récupération hématologique plus ensuite au Vidaza. Comme l'a dit Thibaut préalablement, le traitement peut mettre plusieurs mois à agir, donc parfois dans cette notion d'excès de toxicité hématologique à l'initiation du traitement, quelque part c'est le temps qui va permettre quelque part la meilleure tolérance et ou l'ajustement de posologie, c'est-à-dire la baisse de la dose du Vidaza ou l'espacement des cures pour améliorer la tolérance, au moins la tolérance ou du moins des effets secondaires induits par le traitement. Maintenant, les différents effets secondaires mentionnés ne sont pas nécessairement ceux que l'on connaît comme étant associés au Vidaza en lui-même, mais peut-être des manifestations de la maladie, du Lexas. Comme le disait Thibault, eh bien, ça fonctionne dans à peu près la moitié ou deux tiers des cas, mais cette efficacité optimale n'est obtenue qu'après plusieurs mois de traitement, et donc l'initiation peut être parfois associée à la résurgence des symptômes ou un contrôle imparfait de ces derniers, au moins dans l'initiation. Donc, bien faire remonter ces symptômes au clinicien qui s'occupe de la patiente, pour savoir s'il n'est pas nécessaire d'adjoindre d'autres traitements en plus du Vidaza pour accompagner la mise en place du traitement, pour qu'il soit le mieux toléré possible par ailleurs. Et j'aimerais juste terminer un point sur le positionnement ou les traitements de manière générale. C'est que en l'état actuel des choses, il n'existe aucun standard ou aucun traitement enregistré dans cette maladie, que ce soit le Vidaza ou toute autre molécule qu'on pourrait mentionner ce soir. En tout cas, pour le moment, aucun de ces médicaments n'a, j'allais dire, d'essai clinique ou d'enregistrement actuel en France ou même ailleurs, par ailleurs, ce qui limite grandement eh bien, nos possibilités d'utiliser ces médicaments qui, on a de la chance en France, peuvent tout de même être utilisés, mais finalement en dehors d'un cadre, j'allais dire, réglementaire absolu. Et donc, la nécessité, j'allais dire, de la recherche clinique ou de l'avancement de la recherche clinique est une priorité pour pouvoir justement définir des standards ou du moins ce qui semblerait être la moins mauvaise approche. Le Vidaza en fera très certainement partie ou un agent proche et peut-être d'autres médicaments pour tâcher au moins de cadrer cela par aussi eh bien l'utilisation de médicaments comme il faut ou du moins dans les règles de l'art
de ce qui est du développement du médicament de manière générale. Est-ce que l'allogreffe, demande Didier, fait partie du traitement du VEXAS? Est-ce que c'est envisagé dans le traitement du VEXAS? Est-ce que ça permet une guérison? Je crois qu'on l'a dit un peu plus tôt, si je me souviens, c'est Thibaut. Donc oui, l'allogreffe, c'est la seule option en l'état qui semble être curative, mais qui reste une procédure quand même très lourde et qui ne s'adresse finalement qu'à une population relativement sélectionnée. Et sélectionnée, ça veut dire qu'il est suffisamment jeune. Que la greffe de moelle osseuse, bien que techniquement n'est pas un gros challenge, c'est que tout simplement c'est toxique en fait. Et donc on ne peut pas le faire chez tout le monde, aussi par un facteur de limitation de l'âge physiologique ou tout simplement que le corps humain ne peut plus supporter ce type de procédure passé un certain âge, même si on est en super forme. Donc la greffe en elle-même, bien évidemment, est un traitement clairement à considérer qui semble être 100% efficace. C'est-à-dire que quand il n'y a pas eu de mortalité ou de décès toxique lié à la greffe, la probabilité de rechute après la récidive du VEXAS après la greffe semble être très très faible, même si pour le moment on n'a pas beaucoup de données, j'allais dire, publiées sur le sujet. Il y en a tout de même, de nature plutôt dite rétrospective. Travail à l'échelle du groupe français Frenvex pour monter un projet prospectif pour évaluer cette attitude thérapeutique qui reste finalement la simple extension de ce qu'on fait dans plein d'autres maladies du sang, à défaut de proposer mieux. Force est de reconnaître que ça fonctionne quand ça fonctionne bien, mais qui est une procédure malgré tout très toxique et qui n'est adressée qu'à des patients de plus jeune âge ou pour lesquels les autres traitements employés, Vidaza par exemple, ne sont plus ou pas efficaces. Merci Maëlle. Anne prend du Jakavi. Se demande combien de temps ça peut-il durer? Est-ce qu'il y a d'autres options? Quels sont les effets indésirables? Et Alain, lui, a beaucoup d'effets indésirables, fatigue, baisse d'hémoglobine, prise de poids. Est-ce qu'il y a d'autres traitements existants pouvant remplacer le Jakavi? Je vais peut-être pas monopoliser la parole. Euh, alors, le Jakavi, c'est un médicament qu'on connaît bien, qui fait partie effectivement des premières thérapeutiques qui a été, ou du moins pour lesquels des résultats sur une large population avaient été rapportés, du moins large à l'époque, qui semblaient indiquer des résultats de cette classe pharmaceutique et plus particulièrement du ruxolitinib, et qui, faut le reconnaître, c'est un médicament certes qui peut apporter des réponses, mais qui est associé aussi à des problèmes de toxicité, comme le mentionne le deuxième patient qui en fait part. Pour ce qui est de la première question relative à combien de temps ça peut durer, en fait, c'est difficile de répondre. Ça semble, et quand ça fonctionne, pouvoir durer très longtemps. Alors très longtemps, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas eu d'études prospectives, ou du moins d'études suffisamment bien menées, permettant de répondre formellement à la durée d'efficacité du médicament. Néanmoins, ça peut durer parfois plusieurs années, mais a priori, l'efficacité ne semble pas être éternelle. À la différence, par exemple, du Vidaza, qui, lorsqu'il fonctionne, peut être vraiment très durable. Et c'est vrai que les échappements sous traitement, lorsqu'ils fonctionnent pour le Vidaza, semblent être plus robustes. L'avantage du Jakavi, c'est que c'est une prise orale, et lorsqu'il est bien toléré, pour ce qui donnerait le deuxième élément de réponse, eh bien, peut parfois lui aussi être durable. Pour ce qui me concerne, j'ai des patients qui sont depuis quasiment 4 ans sous Jakavi. Et pour le moment, ça se passe bien. Et par extension, dans d'autres maladies, puisque le Jakavi ou ruxolitinib est utilisé dans d'autres maladies du sang, eh bien, on peut administrer ce traitement pendant 10, 15, 20 ans. Enfin, je veux dire, on a le recul de l'utilisation de cette molécule au long terme, qui nécessite néanmoins des surveillances particulières, notamment sur le plan cutané, puisque l'exposition au long cours du Jakavi peut favoriser le développement de cancers cutanés. Alors, pas de mélanome, mais des tumeurs plutôt bénignes, et qui nécessitent du coup une surveillance adaptée sur le plan cutané lorsque l'on utilise ce médicament au long cours, et ce, quelque part, toute indication confondue. Enfin, pour ce qui est de la deuxième partie de la question, qui est j'ai des effets secondaires sous Jakavi, je ne suis pas surpris, la prise de poids fait partie des effets secondaires bien connus, j'allais dire, du ruxolitinib. Autre chose, c'est que souvent, quand on met un anti-inflammatoire qui fonctionne bien, on peut aussi reprendre du poids, tout simplement parce que on est mieux contrôlé sur le plan de sa maladie. Et donc avant, on était plus fin ou avec un poids inférieur, tout simplement parce que la maladie est plus active. Et donc, quand on met un anti-inflammatoire efficient, ça peut faire prendre du poids, mais indépendamment de cette notion-là, le Jakavi peut favoriser la prise de poids et aussi à une toxicité sur l'hémoglobine qu'on connaît bien. En alternative, un essai clinique a commencé il y a peu. C'est d'ailleurs le premier essai clinique, à ma connaissance, académique, c'est-à-dire qu'il n'est pas
industriel qui explore l'utilité d'un cousin du Jakavi qui s'appelle le momelotinib, donc qui est finalement un Jakavi amélioré, si on peut appeler ça comme ça, ou un peu différent, qui a le gros avantage d'être moins toxique sur les globules rouges, voire pas toxique, et plus particulièrement peut-être même de favoriser leur production, et donc qui serait peut-être une alternative thérapeutique à l'avenir si cet essai clinique s'avérait être positif. Et donc il vient tout juste de démarrer dans différents centres en France. Merci. Jean-Pierre se demande si on peut ajouter à son traitement des substances naturelles capables de contrecarrer des infections et des inflammations. Encore une fois, on peut tout envisager, hein. La- c'est valable pour tous les traitements, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de risque lié à la substance elle-même, il y a pas de contre-indication. Il faut quand même être vigilant avec certains traitements parce qu'il peut y avoir des interactions avec les médicaments en cours. Et donc, dans tous les cas, toute substance introduite par la volonté du patient ou par un autre médecin doit être exposée au médecin expert pour qu'il puisse vérifier de son côté qu'il n'y ait pas de risque particulier. D'accord, mais il faut quand même dire qu'il n'y a aucun traitement naturel qui a fait la preuve de son efficacité, quand même. Voilà. Voilà. Non, pas pour le Vexas, mais c'était pour les infections à côté, en fait. C'était ça la question, je pense. D'accord, Oui, d'accord. c'était pour les Ça, infections à côté. par exemple, la propolis ou je sais pas quoi. Comment Par contre, je peux rajouter un truc là-dessus. Ça coûte assez cher. Donc, ça n'a pas prouvé son efficacité, mais ça peut alléger votre porte-monnaie de façon importante sans certitude d'efficacité. Donc, méfiez-vous un peu Hmm. de tous ces produits. Alors, Émilie se demande si les divers traitements du Vexas peuvent-ils favoriser des réactions d'hypersensibilité à d'autres médicaments de type réaction inflammatoire. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. D'accord. Et Anne-Catherine se demande si, en dehors des traitements médicamenteux, il y a des recommandations particulières sur le plan nutritionnel ou vitaminique. Est-ce qu'il y a des vitamines qui peuvent être conseillées ou déconseillées? Donc, on a un petit peu répondu, mais pas tout à fait. Non, Moi, je- par contre, si je peux intervenir, ce qui a été prouvé, c'est que l'inflammation entretient l'inflammation, clairement. Et parmi les critères qui font de l'inflammation chez les patients, il y a la surcharge pondérale. L'obésité, alors sans aller dans les mots qui font mal. Alors, Maël parlait de prise de poids avec le Jakavi, mais tout ce qui est surcharge pondérale au long cours, il a été prouvé il y a quelques années maintenant, ça provoquait de l'inflammation et on sait que l'inflammation qui se surajoute à l'inflammation, je pense peut être un facteur. Alors, c'est mieux d'être en bonne santé, d'avoir la ligne, d'essayer d'avoir une activité physique. Mais je pense que mes collègues présents autour de l'écran seront d'accord pour dire que ça peut passer par là, de limiter l'inflammation au moins sur cet aspect-là, pour peut-être ralentir la progression de la maladie. Je sais pas si Sophie ou Thibaut ou Pierre avaient un avis là-dessus, mais En je pense que c'est fait, important. moi, je m'occupe que de patients qui ont des maladies inflammatoires, auto-inflammatoires, et ils nous posent beaucoup ces questions-là. Donc, du coup, dans cette perspective, on a édité pour eux des petits documents qui disent qu'est-ce que c'est qu'une alimentation anti-inflammatoire, quelle activité physique on vous conseille. Donc, je pourrais fournir à Sylvie et Evelyne ces triptyques qu'on a faits, qui sont lus par nous, les docteurs. Et c'est que des choses qui sont basiques, mais voilà, des petits conseils d'alimentation, aussi des conseils d'avoir une petite activité physique basique, hein, avec tout ce qui est assouplissement, marche quotidienne, enfin des choses simples, des petites recommandations en fait de vivre sainement, mais je pourrais les fournir. En tout cas, c'est pas la peine d'aller chercher les choses très compliquées. Je me permets d'intervenir. J'ai lu hier que l'activité physique diminuait la prévalence des maladies inflammatoires, Bien enfin sûr. Bien en sûr. rhumatologie. Donc oui, l'activité Voilà. physique. Et puis bah, moi qui étais un peu Adapté. adaptée, La masse graisseuse est un tissu inflammatoire. Ça a été montré dans plein de modèles, chez l'homme comme chez l'animal. Le fait d'avoir du gras, alors c'est bien en hiver, ça tient chaud, et encore, c'est pas ça qui tient chaud, mais la substance grasse produit de l'inflammation. Donc on est quand même dans une maladie inflammatoire qu'il faut pas alimenter en termes de feu, j'ai envie de dire. Le et, feu, hein, Sophie aime bien la comparaison entre l'inflammation et le feu, je crois. Hmm. et les aliments ultra transformés aussi, je pense pas que Bien ce soit. sûr, c'est pour ça. Exactement. Donc voilà, Voilà. c'est ce type de conseils que je pourrais vous faire suivre avec la liste de tous les aliments qui sont conseillés, qui sont non ultra transformés. Mais voilà, c'est des choses Alors, très simples, hein, très juste pour Merci. classiques. compléter, Au il y a la revoir. petite exception de la corticothérapie.
Oui. qui nécessitent, parce que certains d'entre vous peuvent être exposés plus ou moins plusieurs mois à de la cortisone avant qu'un traitement marche. Par contre, la corticothérapie nécessite quelques précautions alimentaires, mais que dans les conseils vous seront fournis par le médecin qui vous l'a prescrit. Et donc, ça peut nécessiter quelques supplémentations par ailleurs, vitamino-calciques ou autres, mais qui sont propres à ce traitement-là et qui ne sont pas forcément le cas des autres. Mais faut le signaler parce que là, par contre, il y a certaines précautions à prendre. Merci. On pourra d'ailleurs peut-être, si Sophie le veut, mettre ses recommandations sur le site de CCM. Ça pourrait peut-être intéresser aussi. Ou en mettre. Dans les pronostics, Alain demande, y a-t-il des guérisons définitives et comment parler d'espérance de vie de 10 ans alors que la maladie a été identifiée en 2020? Euh, alors, le guérison définitive, on l'a déjà évoqué, la seule intervention potentiellement qui permet la guérison, c'est la greffe de cellules souches. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Les autres sont des traitements jusqu'à preuve du contraire suspensifs, plus ou moins suspensifs, avec différents. Voilà. Et la maladie a été découverte il y a 10 ans, mais en fait, les gens avaient déjà des symptômes avant. Et donc, il y a des gens que l'on suivait, nous, et qui étaient suivis depuis 15 ans, 20 ans, avec une maladie inflammatoire qui correspondait à ça, chez qui on a pu, une fois que la maladie a été identifiée, rechercher cette mutation, et on s'est rendu compte que toute l'histoire de leur maladie était liée à ce syndrome VEXAS. Et donc, en fait, on a des données de suivi de patients de plus de 30 ans avec une maladie. Donc, certes, le gène a été identifié en 2020, mais des patients présentaient des symptômes depuis, et des maladies similaires depuis les années 2000, 90, hein, je ne sais pas. Ça varie. Donc voilà, c'est la petite nuance à avoir euh, qui est importante et qui nous Mhm. permet d'avoir des données de suivi plus importantes. Bien sûr, ces informations-là vont être affinées les années à venir puisque on diagnostiquera des malades qui rentrent dans la maladie. Et donc le suivi ne sera pas le même, les traitements ne seront pas les mêmes que des traitements historiques qui ont pu être utilisés alors qu'on ne connaissait pas encore la maladie. Donc ce qu'on dit maintenant, c'est encore quelque chose, je l'ai dit pour le traitement, mais c'est exactement pareil pour l'évolution, etc. C'est peut-être des choses qui vont changer dans les années à venir puisque notre connaissance est de plus en plus précise sur cette maladie. Merci. Euh, Est-ce qu'on sait combien il y a de malades de Vexas en France ou est-ce en augmentation? Est-ce qu'on a un registre ou est-ce ou pas? Alors oui, je peux répondre, je peux commencer et ce sera poursuivi. Donc, on a la chance en France d'avoir très rapidement mis en place ce groupe français, dont beaucoup de membres sont autour de la table. Nous avons pu les colliger dans une base de données nationale. Donc, à ce jour, il y en a plus de 300, donc probablement entre 300 et 400, voilà. Dans le monde, de publiés, il y en a beaucoup plus que 1000, donc probablement, euh, en fait, en France, comme on est très organisé, et grâce au GFM, au Minémone, à tous ces réseaux, aux filières de santé qui étaient là, on a la chance d'avoir une structure en réseau très efficace en France. Ils ont pu être diagnostiqués vite. En plus, Olivier Cosmider a mis en place un diagnostic très, très, très rapide. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais en tout cas, c'est les chiffres à peu près pour la France et le monde. Ouais, je pense qu'encore, comme dit Sophie, on est très organisé, donc on a une informativité qui est assez globale. Je pense qu'on va en découvrir plus. Il y a eu un pic, évidemment, comme l'a rappelé Thibaut. Avant 2020, il y avait des patients qui avaient un syndrome Vexas, mais ça n'avait pas étiqueté Vexas. Maintenant, on a une étiquette. On a un diagnostic qui est posé, et c'est tant mieux. On a eu un pic de fréquence au moment des diagnostics rétrospectifs. C'est quand on pose a posteriori un diagnostic sur quelqu'un qui est déjà malade depuis un certain temps. Et puis là, au quotidien, dans beaucoup de centres en France, hein, Pierre l'a rappelé, de nombreux centres sont capables de rendre le diagnostic de syndrome Vexas. On a par mois 2 à 3 nouveaux patients qui sont pas des patients qui ont une errance diagnostique de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est des patients qui se présentent pour la première fois au cabinet du praticien et pour lequel on pose un diagnostic de Vexas et donc qui sont diagnostiqués immédiatement et pris en charge de la bonne manière immédiatement. Et ça va, bien sûr, à terme, comme l'a rappelé Thibaut, changer l'espérance de vie de Vexas parce que maintenant qu'on les prend en considération dès le début, bah, ça va certainement améliorer la survie.
Merci. Est-ce qu'il y a des essais cliniques en cours? Est-ce que la recherche existe concernant un traitement efficace? Est-ce que on peut en parler un tout petit peu? Maël a déjà parlé de Maël l'a l'essai dit, ouais. momélotinib, je crois. Maël l'a expliqué. Il y a, il a dit, hein, donc il y a à l'heure actuelle une étude qui est en cours avec le pacritinib, une deuxième qui va ouvrir dans pas longtemps avec le momelotinib, ça Maël l'a dit. Et donc oui, il y a une dynamique de recherche, il y a des demandes en cours, que ce soit des projets français, mais également des projets internationaux qui à la fois sont issus de travaux de biologie qui visent à mieux caractériser la maladie et des travaux issus de médicaments, encore une fois, qui sont utilisés notamment dans les syndromes myélodysplasiques, qui pourraient venir euh, augmenter encore cet arsenal. Donc oui, il y a clairement, il y a une vraie dynamique internationale à la fois sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire comprendre la maladie, et en parallèle, une vraie dynamique pour essayer de trouver des meilleurs traitements. Et donc oui, la recherche est en cours. Il y a une vraie dynamique institutionnelle, mais il y a également une dynamique des laboratoires pharmaceutiques. Et aujourd'hui, on est obligé de composer avec à la fois l'institution, mais également les laboratoires, parce que c'est eux qui ont des molécules particulièrement intéressantes. Et c'est un vrai intérêt pour eux également. Et donc, ces deux forces institutionnelles et pharmaceutiques font qu'il y a vraiment des travaux qui vont se lancer dans les mois, les années à venir. Donc, voilà, c'est quelque chose de très dynamique et tant mieux pour les patients. Merci. On me pose une question sur le chat. Je crois qu'il y a Monsieur Fenot qui parle, mais on l'entend pas. Monsieur Fenot, on vous Là, on entend t'entend pas. pas, ouais. On vous entend pas, Monsieur Fenot, vous parlez. Non, Non. vous avez plus de son. Le temps que Pierre se reconnecte, je rajoute juste un point pour ce qui est de l'essai français momelotinib. Il recrute activement, donc il est ouvert, en tout cas sur Lyon, et devrait ouvrir prochainement, donc probablement sur le mois de mars, au moins sur les centres de la PHP, et j'espère sur le milieu d'année 2026 sur tous les autres centres français pressentis, c'est-à-dire en gros une grosse dizaine. Et pour les essais industriels, c'est-à-dire qui ne sont pour le coup, en l'occurrence, un en particulier qui s'appelle pacritinib, c'est aussi un cousin du Jakavi, qui lui a été ouvert, mais pour le moment est en pause, et a priori, jusque sur le premier tiers de l'année 2026, devrait rouvrir prochainement. Voilà, c'est juste peut-être que Pierre maintenant est rebranché ou marche, je ne sais pas. Pierre, on t'entend pas si tu Pierre. parles. Non. Non, toujours pas. J'essaie de meubler, hein, je fais comme je sais plus. Bon, alors, il y a une autre question sur est-ce raisonnable de faire des bilans toutes les semaines quand on est anémié? Oui, De quel bilan parle-t-on? Si c'est une oui, numération formule sanguine, oui. oui, L'énumération ça n'aggrave pas l'anémie. Non. Si c'est la question. J'imagine que si l'anémie est importante, d'autant plus puisqu'il faut la surveiller et pouvoir réagir au bon moment. Donc, c'est malheureusement quelquefois une obligation de faire ce. Voilà. Si c'est d'autres bilans, il n'y a pas de lien pour ces cas. Bon, et enfin, Didier se demande s'il y a des liens avec la Covid. La question. Maëlle a répondu, il me semble aussi. Ah, Alors, peut-être que je peux juste dire un mot là-dessus, parce qu'il y avait une question qu'on avait proposée qui n'a pas été traitée, c'est que euh, malheureusement, on a l'impression que avoir cette maladie prédispose à faire un peu plus d'infections que la population générale, notamment des infections dans les poumons, qu'on appelle les infections opportunistes, donc des infections avec des germes parfois rares comme la légionellose ou les mycobactéries. Et il peut s'agir d'infections virales comme le Covid. Euh, voilà, donc on incite vivement les patients à se faire vacciner contre la grippe, contre le Covid, contre le pneumocoque, contre Le zona. le zona, voilà, et à prendre une prophylaxie contre le virus de la varicelle et du zona et contre les infections comme la pneumocystose, donc c'est ce qu'on appelle le Bactrim et le Zovirax. Du coup, je suis partie du Covid pour parler d'autres infections, mais en tout cas, cette maladie prédispose à des infections qui peuvent être sévères et il faut faire attention à tout ce qui est infection, virus. Donc, si les patients
n'ont pas beaucoup de globules blancs, on les incite à être bien vaccinés, porter un masque et avoir du sérum hydroalcoolique sur eux pour en mettre. Et quand ils sont quand les patients sont avec une immunité faible, est-ce qu'on leur conseille de faire attention à leur alimentation, comme les femmes enceintes, par exemple? Non, pas l'alimentation. C'est vraiment tout ce qui est enfin, faut se rappeler du Covid, quoi. Faut faire attention quand on est dans des espaces fermés, dans les transports en commun, ou quand on est avec des personnes qui toussent, qui crachent. Merci. Et pour terminer, quel message rassurant peut-on donner aux patients et à leurs proches? Moi, j'ai envie de dire que la maladie est beaucoup plus connue qu'avant, donc la durée pour arriver au diagnostic, on espère qu'elle se raccourcit petit à petit. Voilà, je sais pas, je vois Thibaut faire quelque chose sur le traitement. Peut-être que chacun de nous peut donner une conclusion. La conclusion, enfin, sur si tu veux, sur le traitement, je l'ai donné, c'est qu'on part de vieilles connaissances et on avance très vite vers de nouvelles perspectives. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, c'est pas parfait et on vous l'a expliqué sur les pourcentages d'efficacité, mais il y a une vraie dynamique et donc les choses vont bouger plutôt vite, je pense. Point de vue Mais- génétique, un tout petit commentaire. Vous avez compris que le diagnostic maintenant, il était relativement répandu et relativement facile. Pour revenir sur l'histoire qu'a raconté Arsène, l'équipe américaine qui a identifié le Vexas est partie d'une cohorte de 3000 échantillons, 3000 patients qui avaient une maladie inflammatoire. Et dans ces 3000-là, ils en ont identifié 3 qui avaient un syndrome Vexas. Donc il y a encore beaucoup de maladies inflammatoires qui n'ont pas trouvé leur explication génétique alors qu'ils en ont une. Et je pense que tous les travaux qu'on mène à l'heure actuelle vont sans doute nous aider à identifier par la suite d'autres entités une fois qu'on aura complètement pris en charge le Vexas, compris le Vexas et trouvé les meilleures thérapeutiques avec les thérapeutiques actuelles et les thérapeutiques à venir. Je pense que c'est important aussi d'être dynamique à nous dans ce fil de là pour assurer la prise en charge des patients. Juste sur le plan thérapeutique, je voulais juste finir en disant que euh, ce que les patients ne savent pas forcément, c'est que désormais, si on veut avoir des médicaments autorisés, on a besoin des associations de patients et donc il y a un rôle majeur de CCM dans cette dynamique-là. Et donc il est important d'adhérer à ces associations. Ça vous permet déjà de ne pas être tout seul et de pouvoir échanger, etc. Mais il y a une vraie dynamique derrière de programmes comme celui-ci, d'information, d'éducation, mais également les associations vont avec nous devant les autorités pour discuter de l'intérêt de potentiels traitements, etc. Et donc ça, on ne le sait pas forcément, mais il faut qu'elles vivent, ces associations, pour que, on puisse avoir des nouveaux traitements. C'est indispensable maintenant. Merci Thibaut. C'est Émilie d'ailleurs a posé la question, pouvez-vous nous présenter l'association de patients et que peut-on en attendre? Et bien justement, on peut en attendre ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire un questionnaire chez nos adhérents pour savoir comment ils supportent les traitements, etc. Pour pouvoir, ou si ceux qui ont des transfusions très fréquentes, si c'est difficile pour eux, si ce serait bien qu'ils aient d'autres traitements pour inciter les instances à rembourser ces traitements novateurs. Ça fait partie de nos missions. On publie, je sais pas quand on publie, il y a un livret sur les myélodysplasies qui existe, hein, qui est remis à jour tous les 2 ans et auquel on participe en relecture. Et il va y avoir un livret sur le Vexas qui va être publié dans le courant de l'année. Donc, on participe au financement, on participe à la relecture pour que ce livret soit lisible par tout le monde. Oui, il y a des groupes de parole. D'ailleurs, dans notre association, on va aussi mettre en place un groupe de parole pour les aidants aussi, animé par une psychologue, hein, parce qu'on ne peut pas faire des groupes de parole comme ça. Et puis, bah, pour les patients, pourquoi pas. En tout cas, on met toujours en relation des patients avec d'autres patients qui sont plutôt un peu des patients en ressources.
Et on fait nos réunions, ces réunions-là, médecins, patients, qui sont excessivement importantes, qui permettent aux patients de connaître les avancées. Et on en fait régulièrement parce que enfin, les actualités thérapeutiques changent, la prise en charge change et évolue. Donc, on fait régulièrement des réunions auxquelles vous pouvez participer. Donc, on a besoin effectivement de votre D'accord. soutien, de votre dynamisme pour tout ça, parce qu'une association, c'est des bénévoles, et c'est des bénévoles qui peuvent être surchargés rapidement et qui ont besoin de relais. Et chacun là, on a des bénévoles qui sont rentrés et qui vont chacun prendre en charge une partie. Par exemple, on va essayer la mise en place aussi avec Thibaut de TP. Enfin bref, on va faire des tas de choses et puis participer à la recherche. Si on peut la financer, bah, c'est tant mieux. D'accord. aux Est-ce que, prochaines journées. puisque vous m'entendez à nouveau, je me permets d'ajouter que les essais cliniques dont on parlait, comme c'est une maladie rare, les industriels ne sont pas directement promoteurs des essais. En fait, ce sont les groupes coopérateurs comme le GFM et peut-être le Frenvex à l'avenir qui sont. Donc, on a effectivement une collaboration avec les firmes, avec les molécules, mais c'est nous qui menons les essais en lien avec les firmes. Et ça, c'est vraiment le rôle des groupes coopérateurs parce que sans ces groupes coopérateurs, les essais n'existeraient pas. C'est un trop petit nombre de patients pour des firmes. Par contre, ça les intéresse de coopérer avec nous. Un certain nombre d'entre nous seront présents aux journées du GFM, hein, qui auront lieu à Bordeaux fin juin. Et Absolument. il y a d'ailleurs tout un chapitre qui sera dédié au Vexas. Et une question pour Evelyne, allons-nous changer l'acronyme de l'association de patients pour introduire le mot Vexas ou pas du tout? Ah, Peut-être. c'est la question de l'année. Là, il y a eu beaucoup de changements et on n'a encore pas complètement discuté. On a commencé à en discuter, mais je pense qu'on va être obligé, oui, effectivement, d'associer le Vexas, je pense. Mais Et, pour l'instant, et- on n'a pas encore avancé. et je rappelle qu'à Bordeaux, on fêtera les 20 ans de CCM. Voilà. Le dernier, enfin, les 24 et 25 juin se fêtera. Voilà. Donc, on essaiera de vous rendre le congrès sympathique et puis d'avoir des actions pour les patients. Donc, on va mettre les patients à contribution pour des enquêtes, enfin, pour des tas de choses. Et puis, on va essayer d'aider à financer des jeunes hématologues s'ils veulent faire des thèses. Mhm. Enfin, bref, on a plusieurs Super. projets qui vont se dérouler toute l'année 2026. Ben, merci par avance. Merci beaucoup. Merci à vous surtout de votre disponibilité, de votre coopération pour les patients, parce que je pense que c'est excessivement important et en France, on a la chance que ça fonctionne très bien. Merci et Merci. toutes les requêtes ou les desiderata des patients, vous nous les ferez remonter si on peut euh, s'occuper d'outils. Euh, Quand on nous pose des questions, on développe des outils. Donc on sera à votre écoute. Eh ben on vous remercie beaucoup et on les diffusera avec plaisir. Je pense qu'on va peut-être pouvoir arrêter la réunion. Là, ça a duré presque 2 heures. Je pense qu'on a à peu près toutes les questions. Sylvie m'en a pas redonné d'autres, donc on a dû traiter à peu près tout. Et puis, ce sera l'occasion de refaire une autre réunion je sais pas, dans un an peut-être ou à un autre moment. On peut institutionnaliser ça. Et puis, parce que je pense que dans un an, beaucoup de choses auront changé. Mm. J'espère. Et puis il y a Voilà. une nouvelle réunion internationale, un workshop sur la maladie en septembre, donc probablement peut-être quelques mois après, puisqu'il y a toujours des nouveautés lors de ce workshop. Et je rappelle donc que CCM édite aussi un bulletin, enfin 3 fois par an, sur les nouveautés, enfin sur l'actualité sur les myélodysplasies et sur le Vexas. Et il y a des renseignements. Vous pouvez regarder ces bulletins. Ils sont aussi sur le site myélodysplasie.org et vous pouvez les retrouver et nous poser toutes les questions que vous voulez.